Mais à l'époque, il y a presque 10 ans, quand je créais la boîte, on ne parlait pas d'hydrogène. Moi, les 4 premières années, je ne présentais pas ma technologie, je présentais ce qu'allait être l'hydrogène. Je pensais que tout était fait et finalement, un investisseur s'est retiré. En fait, on avait engagé quand même des frais qui étaient assez conséquents 6 à 8 mois après la création de la boîte. Et là, du coup, on se retrouve à devoir considérablement réduire la voilure, alors qu'en fait on avait à peine à peine sorti la voile. Il va falloir qu'on se paye pas pendant 1 an et demi. Alors oui, les fondateurs on dit tout le temps il faut pas qu'ils se payent, etc. Ouais, certes, mais au bout d'un moment il faut quand même pouvoir vivre. Pendant l'1 an et demi qui a suivi, j'étais au RSA, donc vivre avec 450 € par mois, c'est quand même pas évident. En gros, on a survécu pendant 1 an et demi en attendant cette levée de fonds d'1,5 million. C'est pas du tout la même histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Find Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup. Et depuis des années, j'accompagne mes entrepreneurs à préparer leur rencontre avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ces différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions d'euros levés et les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias. On estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment ? L'objectif de ce podcast ? Vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leurs aventures de levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé ? Comment ont-ils choisi leurs investisseurs ? Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites ? Alors pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention au décollage, Let's Find Out, ça commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Emmanuel Casanova, cofondateur d'HSL. Salut Pierre-Emmanuel. Salut Jérémy. Alors, chez HSL, vous développez une innovation de rupture pour le transport et le stockage de l'hydrogène, pour laquelle l'entreprise est aujourd'hui en phase de pré-industrialisation. Exactement. HSL est une startup que tu as co-créée en 2015 avec ton cofondateur Vincent Lhomme. Exactement. En 7 ans, vous avez fait 2 levées de fonds pour un total de 16,5 millions d'euros. On va en parler tout au long de ce podcast. Vous êtes aujourd'hui une 40aine de collaborateurs, tous basés à la Technopole de l'Arbois à Aix-en-Provence. Pour les Parisiens qui nous écoutent, alors c'est juste à côté de The Camp, c'est un endroit magnifique. Juste en face. Ouais. À titre personnel, alors tu es corse, tu es né à Marseille, tu as grandi en Guadeloupe, tu es ingénieur en biotechnologie de l'université Aix-Marseille, tu as un master en innovation et management de North Carolina State University, tu es également président du réseau Entreprendre Provence et vice-président de la French Tech Aix-Marseille. Cher Pierre-Emmanuel, très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. Est-ce que tu as des éléments à ajouter à cette présentation ? Déjà, merci Jérémy pour l'invitation. Écoute, oui, on va peut-être parler un petit peu plus de HSL. C'est une techno qu'on a développée il y a un peu moins de 10 ans, comme tu disais. Aujourd'hui, on est toujours basé au Technopole de l'environnement de l'Arbois et notre objectif, il est de développer une solution pour transporter et faciliter le stockage et le transport d'hydrogène. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique d'avenir. Donc, en fait, il nous permet de transporter des électrons d'un point A à un point B. Et ce côté vecteur énergétique, il est très intéressant aujourd'hui lorsqu'on parle d'énergie renouvelable et de transition énergétique. En parallèle, comme c'est un gaz, parce que l'hydrogène est un gaz, il y a des complexités, des particularités de stockage et de transport de l'hydrogène. Et du coup, nous, on a inventé une espèce d'éponge liquide d'hydrogène. Et en fait, ce liquide, il va se charger, se décharger en hydrogène. Et ça nous permet d'utiliser toutes les infrastructures qui sont déjà utilisées pour le carburant conventionnel. Donc, on fait du futur, de l'hydrogène, avec de l'ancien, en s'appuyant sur toutes les infrastructures déjà existantes développées pour le pétrole. Ok, attends, donc ça veut dire que demain, tu pourras être à la pompe ? Exactement. L'objectif, en fait, plus que ça, on peut même le transporter sous une forme liquide via le camion-citerne. On peut le transporter dans des pipelines. Et l'objectif, évidemment, est d'arriver à la pompe. On ne sera pas dans le véhicule. Ce n'est pas une vocation qu'on a aujourd'hui, puisque le monde automobile est assez particulier. Développer une nouvelle solution sur le monde automobile, c'est long et très coûteux. Là, nous, déjà, on est très disruptif dans le monde du transport et du stockage. Mais par exemple, dans une station-service, tu pourras avoir des systèmes comme le nôtre qui serviront en fait de buffer, donc de tampon à hydrogène. Et on libérera après l'hydrogène à la demande pour qu'il soit consommé dans un véhicule.
Ok, alors aujourd'hui, vos futurs clients, c'est qui exactement? Pour comprendre vraiment, aujourd'hui, vous créez donc la technologie qui permet de le stocker. C'est ça, stocker l'hydrogène. Et en fait, nos clients sont des énergéticiens ou des pétroliers qui, eux, Ah, veulent faire de la transition énergétique et qui, demain, auront de besoin de transport et de stockage de très, très grosses quantités d'hydrogène. ok. Quand on a un projet aussi fou que celui-ci, on a quand même envie de te demander, mais comment tu es arrivé à faire ça? Alors, moi, j'adore raconter cette histoire parce qu'en fait, c'est le hasard qui a rencontré le hasard. En fait, historiquement, c'est une technologie qui a été découverte de manière complètement fortuite, donc par hasard, dans les locaux d'Aix-Marseille Université, par une équipe qui n'était pas du tout une équipe dans le monde de la transition énergétique, mais plutôt dans la transition des médicaments. Donc, ils développaient des médicaments. Et en fait, ils se sont retrouvés à un jour produire un liquide, et ce liquide, il s'avérait que lorsqu'on le mélangeait avec de l'eau, il produisait un gaz. Et on se souvient tous de à l'école de cours de chimie où en fait on faisait pour caractériser un gaz, on mettait une petite allumette. Et en fait, en mettant cette allumette, le gaz a explosé. On a eu des petites perles de gouttes d'eau en fait qui sont restées sur le becher, pardon. Et ça fait qu'en gros, on avait réalisé à ce moment-là, donc pas moi, hein, mais l'équipe de recherche a réalisé qu'en fait on avait de l'hydrogène. Et en fait, tout autour de ça, le hasard a fait que, au cours d'une rencontre, je rencontre ces gens en charge de cette technologie qui ne savaient pas trop quoi en faire. C'était au travaillant avec Aix-Marseille Université, et Aix-Marseille Université et les sociétés de transfert technologique réfléchissaient à une opportunité de marché pour cette technologie. Et donc du coup, moi je suis arrivé par hasard encore une fois, et en discutant avec eux, je dis mais attendez, là il y a un sujet super intéressant. On a travaillé avec mon associé à l'époque, et on s'est dit tiens, est-ce que ça serait pas intéressant d'amener cette technologie sur le marché? Et donc, du coup, on a créé la société en 2015 pour amener cette techno sur le marché. Alors, de la façon dont tu le racontes, ça paraît très simple. Hein, on se dit. Et puis aujourd'hui, vous êtes déjà en phase de pré-industrialisation. C'est ça, ouais. Vous avez levé 16,5 millions d'euros. Ouais. C'est énormément d'argent. Ça paraît simple, mais j'imagine qu'il y a eu un certain nombre de défis pour arriver à aujourd'hui et au début de réussite qui est le vôtre. Alors ouais, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Il faut pas, là, je présente un peu la genèse. Donc la genèse était, je vais pas dire facile, mais c'est vrai que ce côté hasard nous a permis de développer une technologie qui est assez révolutionnaire. Par contre, en parallèle, c'est maintenant comment je fais pour amener cette technologie sur le marché. La départ genèse est sympa à raconter, le storytelling est plutôt sexy. Par contre, après, il va falloir l'amener sur le marché. Et là, en fait, on découvre qu'on a une technologie révolutionnaire dans le monde de la transition énergétique. Et en fait, en face, on a les 3/4 des entreprises du CAC 40 qui travaillent dans la transition énergétique. Donc en fait, on est amené à travailler avec ces gens-là. Et là, il y a un gros travail sur soi, puisqu'en fait, on va rencontrer des personnes qui, depuis des dizaines d'années, développent des solutions pour et au service de la transition énergétique, mais qui, du coup, n'ont pas connu notre technologie. Il va falloir les convaincre de leur dire tout ce que vous faites depuis quelque temps, c'est super, mais nous, on est complémentaires à ce que vous faites, et c'est pas vous qui l'avez découvert, c'est une petite start-up basée dans le sud de la France qui va peut-être pouvoir révolutionner ce transport. Donc ça, c'est un très, très gros défi pour nous. Là, ils ont envie de te dire, t'es qui toi? Et ils me l'ont dit. Ah ouais. Et ils me l'ont dit, et je vais te dire encore un truc encore plus marrant, c'est que quand moi j'ai commencé à faire mes premiers rendez-vous à Paris pour présenter cette techno, on a quand même trouvé le moyen de me dire, oui, bon alors c'est bon, le jeune bronzé du Sud qui est corse avec un nom comme le mien, c'est toujours assez facile à porter lorsqu'on fait des soirées, un peu moins lorsqu'on est dans le monde professionnel. Et du coup, on se retrouve à avoir quelqu'un qui me dit, régulièrement, mais quelqu'un qui me dit, attends, nous on va pas donner à un gamin de 25 ans plusieurs millions pour développer une techno qui a été développée dans le Sud, donc on est sur du stéréotype, et en plus en me disant, mais toi t'es pas du tout issu du monde de l'énergie, et surtout t'as pas fait de formation dans le monde de l'énergie, ou en tout cas t'as pas eu d'expérience professionnelle dans ce monde-là. Et donc en fait, moi je me suis retrouvé confronté en termes de défis à travailler sur toute cette partie entreprise, personnelle, pas de réseau en effet, comme tu l'as dit, moi j'ai vécu une grande partie de ma vie dans les Antilles, donc le réseau antillais il n'est pas très puissant pour pouvoir développer des solutions aussi révolutionnaires et l'amener sur le marché. Donc c'était passionnant comme expérience, mais assez éprouvant parce qu'en fait on s'est retrouvé à devoir surmonter et sauter des murs qui n'auraient pas dû exister selon moi, qui sont vraiment des murs d'entrepreneurs, c'est-à-dire la crédibilité de créer une société à 25 ans, la crédibilité de sortir d'études et de la créer directement, de dire j'ai pas fait d'expérience professionnelle, d'âge, de territoire, parce qu'on est quand même une entreprise basée dans le Sud, et de presque de nom, parce qu'un nom corse est compliqué de dire quand on va lever plusieurs millions d'euros. C'est assez surprenant aujourd'hui lorsqu'on est soi-disant, en tout cas une startup nation ou très tournée vers la création d'entreprises. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a choqué. C'était il y a 10 ans, mais ça a été les grands enjeux et les premiers enjeux auxquels on a dû faire face. Ouais.
Et malgré ça, tu y arrivais. C'est-à-dire que vous avez fait, bien sûr, aujourd'hui, vous avez une magnifique boîte qui est une des pépites françaises dans le domaine de la transition énergétique. Tout à fait, ouais. Une des pépites de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Exactement. Vous avez réussi à faire ces 2 levées de fonds. Et si tu es d'accord, j'aimerais qu'on en refasse la chronologie. Allez. Alors, première levée de fonds, ça se passe quand ? Alors, ça se passe aux alentours de 2017. Alors, c'est particulier parce que cette première levée de fonds, en fait, on voulait la faire en 2015 et on avait commencé déjà à en discuter quand on a créé la société en 2015 et on a eu déjà un premier nom fin 2015. Je m'en souviendrai très longtemps. C'était le 23 décembre 2015. Je pensais que tout était fait et finalement, un investisseur s'est retiré. Ça a fait effet domino. Ah ouais, vous aviez toute la levée qui Tout était prête, puis il y en a un qui est parti. La term sheet était signée, tout était fait. Enfin, presque signé. Et en fait, un investisseur s'est retiré, ce qui a fait qu'on s'est retrouvé à tout annuler et tout repartir from scratch. Et ça a été très dur moralement à vivre parce qu'en fait, tu es presque dans l'euphorie de la signature et tu te dis, bon, c'est bon, là, ça y est, les documents sont faits. Et comme un investisseur s'est retiré, effet domino, sauf un qui est resté et qui nous a dit, non, les gars, on va y aller. Si vous voulez, on continue à bosser ensemble et c'est des gens qui sont quand même assez extraordinaires. Et du coup, on a bossé avec eux et on a levé 1 an et demi après, donc aux alentours des années 2017, 1,5 million avec des nouveaux investisseurs complètement nouveaux, différents de ceux qu'on avait prévus 6 mois après la création. Ok, non mais ça c'est dingo. Attends, on fait une pause, on en parle parce que, bon... 23 décembre, un de vos investisseurs découvre qu'il a besoin de, je sais pas combien, 50 000 euros, si c'est un business angel, pour faire un cadeau c'est à peu près ça. À sa femme. C'est à peu près ça. Et pour Noël, et que du coup, c'est pas à vous qui allez le donner. Ok, très embêtant. Sachant qu'il s'était engagé à le faire. Oui, bien sûr. Ouais. Et là, ce qui est fou, c'est que vous êtes au tout début de votre boîte. Ouais. J'imagine que vous avez vraiment besoin de cet argent. Vous développez de la technologie, enfin vraiment de la haute technologie, de la deep tech, donc on ne peut pas faire sans argent. Donc vous n'avez pas l'argent, vous décidez, parce que vous croyez à votre projet, de quand même y aller, mais comment vous faites pour tenir 1 an et demi à ce moment-là ? Vous avez votre premier invest, enfin l'invest qui est resté, qui décide de... Et qui n'a pas mis, il ne pouvait pas mettre. Et il ne pouvait pas mettre à ce moment-là. C'était pas assez, et de toute façon ça ne servait à rien. C'est ça. En fait, l'histoire est encore plus dingue que ça, c'est que on était tellement avancé dans le procédé de signature, enfin dans le process de signature, pardon, qu'en fait on avait déjà commencé à recruter des collaborateurs. On s'était déjà rapproché de l'université pour racheter les brevets dont ils étaient détenteurs et que du coup, dont on a besoin pour développer la techno. Donc en fait, on avait engagé quand même des frais qui étaient assez conséquents 6 à 8 mois après la création de la boîte. Et en fait, tout était bien parti. Et là, du coup, on se retrouve à devoir considérablement réduire la voilure, alors qu'en fait, on avait à peine peine sorti la voile, quoi, en fait, j'ai envie de dire. Et là, on se retrouve à devoir faire tout ce travail-là. Et en fait, on se dit, en fait, non, il va falloir qu'on ne se paye pas pendant 1 an et demi. Alors oui, les fondateurs, on dit tout le temps, il ne faut pas qu'ils se payent, etc. Ouais, certes, mais au bout d'un moment, il faut quand même pouvoir vivre. Donc moi, par exemple, pendant l'1 an et demi qui a suivi, j'étais au RSA. Donc vivre avec 450 € par mois, c'est quand même pas évident. Et en même temps, créer une boîte, en même temps, devoir faire des déplacements, en même temps. Donc il y avait tout ça. Et c'est là où moi, j'ai redécouvert un écosystème ultra bienveillant. L'écosystème du réseau Entreprendre. À l'époque, la French Tech n'existait pas, mais il y avait des équivalents et des incubateurs. On a un incubateur qui est super intéressant, qui est l'incubateur Impulse dans le sud de la France. Tous ces gens-là, en fait, nous ont amené une vraie bienveillance. Ils nous ont permis, en fait, d'aller chercher du financement non dilutif, donc des subventions. Ouais. C'est comme ça. Et parce qu'évidemment, les banques ne nous prêtent pas. À cette époque-là, une technologie aussi disruptive, personne ne te prête d'argent. Donc, en gros, on a survécu pendant 1 an et demi en attendant cette levée de fonds d'1,5 million. Ok. Et donc là, effectivement, essentiellement des subventions qui vous ont permis de tenir. Exactement. On a été soutenu et on est encore plus soutenu aujourd'hui dans le sens où je vois le monde de la deep tech où il est très, très soutenu, mais à l'époque, la deep tech, nous, personne n'en parlait. Des technologies disruptives, c'était encore assez récent. Donc, il a fallu faire comprendre que 50 000, 40 000 euros par-ci, par-là, c'est pas du tout assez suffisant quand on développe une technologie aussi révolutionnaire et qu'on doit déposer des brevets. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros pour déposer un brevet. On s'approche de 100 000. C'est quand même beaucoup d'argent dépensé pour maintenir cette connaissance. Parce que nous, on doit quand même maintenir la connaissance avec les brevets et continuer à faire avancer cette techno. Ah ouais. Et puis vous étiez avancé vis-à-vis de l'université, vous aviez besoin, sans ces brevets, il n'y avait pas de boîte, quoi. Pas de brevet, pas de boîte, évidemment. Et puis surtout, une difficulté, nous, à aller représenter la boîte.
Parce qu'aujourd'hui, si les brevets ne nous appartiennent pas, comment moi je peux faire en tant que... Du coup, moi j'étais tourné plutôt sur la partie business, développement de business. Mais quand j'allais rencontrer les grands industriels dont je te citais tout à l'heure, justement, toutes ces entreprises du CAC 40, il n'y a qu'à regarder sur Google, avec Google Patent, tu es capable de voir à qui appartient le brevet. Mais les brevets, ils n'étaient pas nous. Ils étaient à l'université. Donc ils nous disaient, mais attendez, vous êtes en train de montrer une techno alors qu'en fait, vous n'êtes même pas propriétaire du brevet, d'une partie en fait des brevets, parce que la technologie, elle a deux technologies dans l'une. Et en fait, une partie était détenue par l'université, ce qui est normal qu'ils ne nous ont pas transféré tant qu'on n'avait pas acheté. Donc c'était quand même... et on ne pouvait pas non plus utiliser beaucoup d'argent public pour acheter à des brevets à une université. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Il fallait que nous, on avance techniquement. Donc pendant 1 an et demi, vous n'étiez pas détenteur des brevets? Pas du tout. Ah, vous y êtes allé avec les dents? On y allait avec les dents, en partenariat avec la société accélératrice de transfert technologique, donc la SAT Sud-Est, qui bien évidemment a joué le jeu avec nous, l'université a joué le jeu. Et on a eu quand même, encore une fois, une bienveillance qui nous a permis de continuer à avancer. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Ok. Donc là, 1 an et demi, beaucoup plus difficile, les 2 premières années, beaucoup plus difficiles que ce que vous attendiez, du fait de cette première levée de fonds ratée, j'ai envie de dire, en tout cas, qui n'est pas allée à son terme. Quand vous y retournez, vous y allez comment? Donc on y retourne il y a 2 ans. On commence à dire... Ah, quand on y retourne... Pour la nouvelle levée. En 2017, pour la deuxième levée. Pour la première levée, en fait. Pardon, pour la première levée de la deuxième ratée. C'est ça. C'est bien compliqué dans la tête. Là, ça devient compliqué. Donc, vous en ratez une en 2015 et après, vous en faites une première officielle. En 2017, exactement. En 2017. 1,5 million. 1,5 million. T'avais envie d'y aller? J'y croyais à ce projet. J'y crois toujours. C'est la seule chose qui m'a fait y retourner. Par contre, j'ai appris. J'ai beaucoup appris. J'ai appris que, en fait, il faut quand même aussi connaître un peu les gens. Que là, on a eu un effet boule de neige génial dans la première année en 2015. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait gagné les concours, on a commencé à être bien reconnus, donc tout commençait à aller bien. D'un coup, boum, les investisseurs qui viennent nous voir, on se dit, tiens, c'est open bar, hein, les gars, en 6 mois, on lève 1,5 million, c'est top, etc. Et en fait, je ne connaissais pas les gens qui étaient dans mon board ou potentiellement des gens qui allaient rentrer dans mon board. Et c'est là où moi, j'ai pris beaucoup plus de temps sur 2017, où j'ai dit, attends, là maintenant, ces gens-là, ils vont m'accompagner sur le reste de la vie de ma boîte. Donc maintenant, je vais discuter avec eux, je vais les rencontrer, je vais voir un petit peu ce qu'ils en pensent et surtout, je vais les écouter dans leur vie, pas perso, mais comment ils voient en fait des développements de boîte et comment ils comptent me soutenir. Et du coup, ça a permis que rapidement, je vais pas dire que j'ai fait un lien d'amitié, mais c'est quand même des gens qui te soutiennent et qui donnent leurs premiers euros. Et là, par contre, à l'inverse, c'est qu'on n'a pas eu de business angel, on a travaillé qu'avec des banques ou des banques qui font des prises de capital et des fonds européens qui permettent en fait de soutenir la start-up. Et ce qui était en fait beaucoup plus, c'est un mal pour un bien. Dès la première levée en 2000, c'est très institutionnel, mais donc en gros, il n'y a aucun fonds. C'est des fonds privés, mais ce n'est pas des fonds qui sont spécialisés dans le domaine. C'est vraiment des fonds qui aident sur des phases très en amont de la boîte. Donc, ils savent un peu aussi les risques, etc. Ils sont prêts à prendre les risques. Mais à côté, quand même des gens qui comprennent que la technologie est disruptive et qu'à 2, 3, 4, 5 ans, on n'aura pas sorti quelque chose sur le marché et qu'il ne faut pas s'attendre à avoir un retour sur investissement à 3, 4 ans. Quoi. Et ça, c'est super important. Moi, ce que je dis souvent, c'est que quand on crée des boîtes, quand on va avoir un board, un conseil d'administration, c'est des gens quand même qu'il faut qu'ils comprennent qu'on galère toute la journée pour amener des technologies sur le marché et que si c'est pour nous dire, les gars, est-ce que vous pouvez faire ça dans 6 mois, en fait, ça n'a aucun intérêt. On n'a pas choisi le bon board. Quoi. Dans tous les cas, on y revient beaucoup là actuellement, mais c'est vrai que c'était le modèle des SaaS B2B ou des applications. On attendait ça, hein, clairement, on existe à 5 ans avec des fois 10. Ah non, mais c'était dingue, dingue. Et on discutait. Et ce qui est assez fou quand on parle avec des gens qui sont généralistes, donc des investisseurs généralistes, et c'est très bien parce qu'on a besoin d'eux au tout début, mais en fait, c'est quelqu'un qui, 10 minutes après avoir vu ton dossier, va voir une application ou va voir un système, un software, et du coup, cette personne, elle doit changer en fait de mindset pour passer d'un truc où ils vont te dire, en fait, c'est pas avant 10 ans, par contre, c'est quand même assez révolutionnaire, à, bien évidemment, un software ou une application est révolutionnaire, mais qui dans 2 ans, peut-être va être acheté par un Meta ou un autre. Et en fait, c'est complètement différent. C'est presque, moi, je pense que c'est proche de la schizophrénie des investisseurs et tant mieux, bravo pour ceux qui arrivent à faire ce travail-là, mais c'est vrai que pour nous c'est super dur aussi parce que du coup on nous demande un business plan en disant c'est quoi votre sortie? Non mais en fait ma sortie c'est que potentiellement je réfléchis à une introduction en bourse, je réfléchis à un rachat, mais il y a plein de choses, mais pas maintenant quoi. Potentiellement c'est moi qui vous rachèterai. Exactement, non mais c'est dingue. C'est dingue. C'était qui ces premiers fonds d'investissement que tu as fait rentrer? Alors, on a eu donc celui qui nous a suivis depuis le début, c'est Crédit Agricole Alpes Provence. On a eu
quelqu'un qui a été extraordinaire, une femme extraordinaire que je remercie encore régulièrement, Florence, et en fait qui elle a cru en nous en disant mais attendez, vous avez la niaque, c'est hallucinant ce que vous avez vécu. Donc en fait elle a aussi découvert ce côté humain que je pouvais avoir en disant mais en fait ce mec là demain vu ce qu'il est en train de faire pour sa boîte, en fait allons ensemble parce qu'on va le soutenir. Donc on a le Crédit Agricole qui est rentré, on a la région Sud qui est rentrée parce que la région Sud a un outil qui permet en fait d'investir dans les startups de leur territoire, donc ça s'appelle la région Sud d'investissement. Super. Qui abonde en fait des fonds privés, donc ça super intéressant. On a Innoénergie qui est rentré aussi au capital, qui est un très gros VC européen qui soutient au niveau très en amont. Et enfin, on a créé Axi. Alors, le nom a changé entre-temps, c'est pour ça que j'hésite un peu, mais ça s'appelait avant le fonds interrégional entre la région Rhône-Alpes et la région Sud, qui investissait dans les technologies innovantes et qui est aujourd'hui géré par la société de gestion Créaxi. Ok. Donc, ces gens-là sont tous rentrés pour faire cette première levée d'1,5 million. Et donc, au début, quand tu allais faire cette levée, tu es quand même allé voir des business angels ou dès le début, Alors moi, je suis allé voir directement les business angels. Donc la première fois où on s'est planté, justement, il y avait des business angels dans le tour. Et en fait, moi, j'étais arrivé un peu bête en disant mais moi, j'ai pas besoin particulièrement de votre argent. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir votre expertise de ce que c'est que créer une boîte et d'amener une boîte sur le marché. Donc j'étais allé voir même des gens qui étaient des anciens des arts et métiers, des anciens de plein de domaines, parce qu'il y a beaucoup aussi d'écoles qui font des regroupements de business angels. Donc ça, c'est assez intéressant. Et j'ai beaucoup cru à ça. Maintenant, c'est vrai que en fait, quelqu'un qui met 10, 15 000 euros ou 20 000 euros dans une boîte, il a envie que cette boîte, elle sorte. Et il a raison, moi aussi j'ai envie, mais le problème, c'est qu'il n'a pas la même temporalité. Généralement, il y a des business angels qui ont plutôt en fin de carrière, donc quand même qui ont un certain âge. Et quand on leur dit, en fait, c'est dans 10-15 ans que la boîte va sortir, en fait, ils voient ses sous bloqués pendant 10-15 ans et ils se disent, en fait, qu'est-ce que je vais en faire ? Donc, en fait, on a réalisé c'est vachement intéressant. Que l'écosystème des business angels n'était pas pas adapté à cette deep tech. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, mais en tout cas, il n'y avait pas cette vision-là. C'était plutôt une vision de je sors un produit et dans 3-4 mois, dans 3-4 ans, je vais t'aider à le sortir. Et une fois qu'il sera commercialisé, je fais un sold out, je récupère une partie de mes parts, de mes investissements. Ça, c'était l'état d'esprit qu'avaient les business angels à l'époque, qu'on avait rencontré en tout cas. C'est très intéressant, ça me fait penser à un des premiers épisodes qu'on a fait sur le podcast avec Johan Kalschmein de Lifeease. Ils font un défibrillateur connecté, ils sont aussi plutôt deep tech, côté deep tech. Et il disait que la première chose qu'il faisait, c'est qu'il essayait de les déchauffer, tu vois, de faire en sorte que ils aient pas, d'être certains qu'ils aient envie d'investir, tu vois, qu'ils veulent y aller, qu'ils comprennent très clairement ce que ça veut dire. Ton argent, potentiellement, il va être bloqué pendant 15 ans. T'y vas quand même, tu vois. Potentiellement tu vas tout perdre. Est-ce que tu y vas, tu vois? C'est malin, ça c'est super intéressant comme astuce. Tu vois, et il disait ceux qui restent malgré tout ça, qui ont vraiment conscience de ça, que j'ai pas réussi à déchauffer, qui ont le bon background, qui ont les bonnes valeurs, qui ont la bonne vision et qui vont pouvoir nous apporter beaucoup de choses par leur expérience, eux on les garde. C'est les vrais partenaires. Mais c'est brillant, tu vois, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé en tout cas entendre à l'époque, parce que c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps sur ça, en réalisant en fait finalement que quand un investisseur, un business angel qui se retire la veille de Noël, juste parce que pour aucune raison, potentiellement il n'avait pas envie d'investir ce jour-là ou pas, et que ça fait effet domino derrière, c'est super dur en fait, c'est super dur parce qu'on a pendant 6 mois, 9 mois, on a quand même discuté avec eux, on a échangé toutes les informations et on a un vrai sujet aussi quand tu as une technologie disruptive d'échange d'informations, comment tu protèges ta connaissance, et à force de te dire tiens dans 3 ans voilà comment je me vois, dans 4 ans voilà comment je me vois, mine de rien tu partages de l'info et c'est une info qui est super confidentielle et elle part quoi. Si tu termines le deal se fait pas, tu as donné une information stratégique à des personnes qui sont après dans la nature quoi. C'est pas une nouvelle app de rencontre, quoi. Non. On n'est pas sur le même niveau de... Ce qui est très bien, une app de rencontre. Mais en tout cas, nous, on a c'est important ce que tu dis, parce que souvent, quand j'explique ça, on me dit « Oh, mais attends, il faut pas dénigrer. » Et en fait, je dénigre pas du tout. C'est juste que c'est 2 façons de penser et 2 façons de réfléchir qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, une app de rencontre ou autre, c'est des choses qui vont aller vite. On va aller voir si le marché il est là. Et surtout, l'investissement, il n'est pas le même. Moi, je suis en train de parler d'une technologie qui, peut-être potentiellement, dans 4-5 ans, va révolutionner le monde de la transition énergétique et du monde de l'hydrogène. Et du coup, on va construire des usines
On n'est pas en train de dire je vais construire des applications, je vais construire des usines. Donc ça veut dire que je vais faire tourner des gars, enfin des gens quoi, en 24/24, 7 jours sur 7 pour faire de la production parce que l'énergie ne s'arrête jamais. Et ça va demander beaucoup d'argent. Et ça va demander, c'est ultra capitalistique. Ouais. Donc c'est ultra capitalistique et quand tu réfléchis au capitalistique, investissement capitalistique, tu es obligé de te dire, voilà, dans 3 ans, 4 ans, il va falloir refaire une levée de fonds, il va falloir réfléchir encore, il va falloir faire 2 levées de fonds, 3 levées de fonds, 4 levées de fonds. Et là, c'est long, mais en même temps, on est en train d'amener une technologie révolutionnaire. Et si tu veux, je fais souvent le parallèle avec le monde de la biologie, dont je suis issu au départ, donc je suis ingénieur en biotechnologie, où en fait, on travaillait sur des médicaments. Un médicament, ça prend 10 ans à arriver sur le marché. Donc, et par contre, quand il arrive, c'est jackpot, certes, mais pendant 10 ans, il faut que ce soit c'est jackpot quand ça marche, quand c'est un blockbuster. Voilà, c'est ça. Donc, quand il arrive d'accord. vraiment sur le marché, logiquement, on se plante rarement, on sait que ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, moi, je fais souvent le parallèle en disant, mais on me dit que j'ai pas l'expérience, mais avoir amené un médicament sur le marché, travailler sur la molécule, voir si ça marche, si le marché est en attente, etc. Mais c'est dingue déjà de faire tout ça, et on réalise pas à quel point c'est long. Et nous, c'est pareil, c'est long. Et tu es prêt pour cette vision long terme, c'est ça qui est vraiment intéressant et que tous les entrepreneurs n'ont pas. Enfin, la grande majeure partie des entrepreneurs sont visionnaires, oui. Mais tous n'ont pas la volonté de garder le même projet sur les 15 prochaines années. Exactement. Tu as raison, visionnaire, c'est complètement différent d'avoir une vision à 10-15 ans. Visionnaire, c'est je sais que ça va être quelque chose qui va être développé, mais peut-être que c'est pas moi qui le fera. Ouais. Là, on est sur quelque chose où on se dit, il y a une possibilité qui est aujourd'hui de plus en plus grande, mais à l'époque, il y a presque 10 ans, quand je créais la boîte, on ne parlait pas d'hydrogène. Ouais. Donc il fallait à part quand ça pétait. À part quand ça pétait, et on parlait exactement, et on parlait en fait en gros juste d'une vision d'hydrogène en disant oui, c'est quelques véhicules qui vont peut-être le faire. Donc il fallait être visionnaire sur la partie technologie hydrogène, dont personne ne parlait, et en parallèle avoir une vision long terme industrielle. Donc si tu veux, moi il y a 10 ans, quand je vois aujourd'hui toute l'industrie qu'il y a, les réflexions autour de l'industrie, les réflexions autour de l'hydrogène, le président qui en parle, tout le monde qui en parle, il y a 10 ans, personne n'en parlait. Donc il y avait 2 choses à surmonter. C'était cette partie visionnaire de l'hydrogène et la partie industrielle. Plus l'évangélisation que tu devais faire au quotidien. Mais de dingue. Moi, les 4 premières années, je ne présentais pas ma technologie, je présentais ce qu'allait être l'hydrogène. Ah ouais. Donc j'étais le monsieur hydrogène de la région sud. On me charriait là-dessus en me disant « T'es monsieur hydrogène ?» Je dis « Ouais, mais en fait, moi, c'est pas ça que j'ai à faire. Parce qu'en fait, c'est pas mon métier d'évangéliser l'hydrogène. Moi, mon métier, c'est de venir faciliter le transport et le stockage d'hydrogène. Donc, il faut que les gens comprennent déjà ce qu'est l'hydrogène. On aurait fait ce podcast il y a 10 ans, tu m'aurais dit, d'abord, avant, parle-moi de l'hydrogène. Tu m'aurais pas dit, tiens, explique-moi ma techno. C'est qu'est-ce que c'est que l'hydrogène? Et ça, c'est génial pour nous, mais il y a eu toute cette période et ce temps qui a pris du temps, évidemment. Donc, du coup, une technologie un peu longue à arriver sur le marché. Il y a un sujet que tu as abordé sur lequel j'aimerais revenir. C'est, tu dis, je parlais des invests, je leur donne beaucoup d'infos. Surtout, plus on avance dans le processus d'investissement, plus je leur donne d'infos. Ouais. Et potentiellement, à la fin, ils n'y vont pas. Ouais. Alors, même si j'imagine que vous faites signer les NDA, on sait ce que ça vaut. On sait ce que ça vaut. Est-ce que tu fais une grosse due deal avant de rencontrer des invests? Est-ce que vraiment tu vas analyser qui est ce mec-là et s'il vient pas, est-ce qu'il peut ne pas venir et juste venir prendre de l'info? Est-ce qu'il est dangereux? Alors, là, je vais te répondre en 2 temps, parce qu'on n'a pas encore parlé de ma deuxième levée de fonds. Mais on y va. Non, mais dans le sens où la première réponse, c'est en gros, à l'époque, tu as besoin d'argent, tu es en train de développer ta technologie, tu as des gens qui viennent, ils te disent, je mets 100 000, 200 000. Tu réfléchis pas obligatoirement que tu as partagé l'information ultra confidentielle. Par contre, avec le temps, et là on en parle de plus en plus, et c'est ça qui est super intéressant, on est de plus en plus formé à de l'intelligence économique. L'intelligence économique, il ne faut pas l'oublier quand tu es entrepreneur. Parce qu'en fait, quand tu as quelqu'un qui vient te poser la question, tu es quand même en train aussi un peu de regarder, maintenant avec la puissance de Google ou de l'IA, tu es capable d'aller voir un peu d'où vient cette personne, la boîte, d'où il vient, ce qu'il fait déjà, est-ce qu'il a déjà investi dans d'autres choses, les relations qu'il a, c'est essentiel. Aujourd'hui, c'est essentiel. Pour moi, je ne ferai pas rentrer un investisseur si je n'ai pas vérifié ce qui était derrière. Et c'est là où on voit en fait beaucoup plus de reverse pitch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend de plus en plus des investisseurs qui sont là pour pitcher. Pourquoi? C'est ça qui est génial, parce qu'en fait, c'est eux maintenant qui viennent présenter en disant j'ai fait tel investissement. J'ai telle personne derrière qui m'a financé, parce qu'ils ont besoin d'avoir une certaine transparence. Et sur ça, on est très très puissant en Europe. Ce qu'on a un petit peu moins dans d'autres pays, mais en tout cas en Europe, il y a une vraie volonté d'avoir cette transparence de personnes qui viennent financer derrière, d'entreprises, je parle. Du coup, deuxième levée de fonds, on y arrive.
Donc première, 1,5 Exactement. en 2017. Et donc la deuxième. La deuxième, 15 millions. Ouais. Et on a terminé à l'été dernier, donc c'était l'été 2023. Alors je me trompe, mais ou je me trompe ou vous aviez pas du tout prévu de levier 15 millions? Non, tu te trompes pas du tout. Encore une fois, le hasard. Il s'avère que nous, on a une technologie qui est considérée par l'Europe comme une technologie assez disruptive. Donc en fait, on dépose des dossiers européens majoritairement pour faire des financements dans les technologies disruptives. Et on dépose un fonds, enfin une structure de fonds qui est le IC Accelerator. Le IC Accelerator, c'est une façon de venir financer des technologies extrêmement disruptives. Le IC Accelerator, donc de fonds européens, nous fait passer le dossier, on demande à peu près 1,8 million. Et quand on présente le dossier, donc on passe les premières étapes et on se retrouve devant un jury d'une dizaine de personnes et une personne lève la main et nous dit bon voilà, écoutez, on a vu votre dossier, est-ce que vous acceptez du blended? Alors moi, même si j'ai vécu aux États-Unis, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais quand tu as un investisseur qui te propose quelque chose, tu dis oui parce que tu étais là sur le moment, tu dis bah ok, bien sûr, blended of course, voilà, il n'y a pas de souci. Moi j'ai pensé à Blender de Futurama, Oui, d'accord. rien à voir sur le truc quoi. Et je me dis ok, blended, pas de souci, ouais allez-y. Bon. En fait, ça veut dire mix. Donc, en gros, c'est pas obligatoirement que la subvention, mais aussi une partie d'investissement. Ok. Et c'était une nouveauté à l'époque de l'EIC Accelerator, qui avait créé un EIC Fund, donc excusez-moi pour les termes, mais et ce fonds EIC européen, du coup, investissait aussi dans les startups, en plus de la mise en subvention, de soutien avec la subvention. Donc, subvention de l'Europe plus investissement Exactement, capitalistique de dans les l'Europe. startups. Ok. De l'Europe, De exactement. l'Europe aussi. Les deux, c'est européen, c'est Ok. que de l'argent européen. Et c'est via la Banque européenne d'investissement qu'il finance en fait ces prises de participation. Ok. Donc on se retrouve là et je dis bah ouais, pas de souci. Donc le moment se passe, l'oral se passe. Ils me rappellent quelques semaines après, ils me disent on a adoré votre dossier. Je dis bah super, merci. Mais donc, du coup on va vous donner 1,2 million de financement en subvention. Là, je dis oui, mais sauf que moi j'avais demandé 1,8 million. Donc 1,8 sur 2 millions, il me restait 200 000 à trouver. Là, vous me demandez d'aller chercher 800 000. Ouais. Non, mais on a une autre nouvelle, c'est super cool, on va vous mettre aussi 1,6 million. Et je dis ouais, donc c'est quoi? C'est le fameux blended où en fait on va investir au capital. Alors là, j'ai dit c'est super, etc. Donc ils nous donnent les 1,2 millions pour tes subventions. Et à côté, on rentre dans une autre phase de due diligence accélérée. Pour justement, avec la Banque européenne d'investissement, pour permettre l'investissement dans la société qui s'appelait à l'époque IC Labs. Et en fait, on passe devant un nouveau jury et ça accroche de dingue avec ce jury. Ça marche vraiment bien, on échange bien, etc. J'aime bien ce côté un peu humain. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'Europe paye beaucoup d'experts, mais c'est des vrais experts dans leur domaine. Donc on a un expert italien, un expert français, un expert suisse, on a des gens un peu partout et qui viennent en fait auditer notre techno. Et au bout d'1 mois et demi, on me rappelle et on me dit alors j'ai une nouvelle, on va pas investir 1,4 million, 1,6 million, on va finalement investir plus que ça, 5 millions. Ok. Donc là, moi, je me retrouve à avoir quelqu'un qui me dit j'investis 5 millions. Alors, tu cherchais 1,8 million? Exactement. Je cherchais 2 millions en tout. Ok. Et j'étais allé chercher 1,8 million chez eux et j'allais chercher 200 000 euros dans un autre guichet de financement pour développer la techno. Et ça, là, on est sur quelques semaines, quelques mois? Alors, les réponses là, ça a pris 1 an et demi. Ah oui, d'accord. En fait, parce que comme on a eu la sub, on a commencé à développer. Ah, ok. Ça, Après, normalement, ça aurait dû prendre 4-5 mois pour l'investissement, mais comme ils ont fait une proposition plus importante, ils nous ont laissé en fait plus de temps. Et là, ils nous ont dit 5 millions, mais par contre, en face, c'est du 1 pour 1. Attends, en cash burn, une seconde, c'est quand même intéressant. Ah, mais dingue. Tu... C'est dingue. Tu pouvais patienter tout ce temps-là? Ouais, alors on a été beaucoup soutenus et c'est vrai qu'on a toujours été bon père de famille dans la gestion de l'entreprise. Okay. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est quand même, au départ, c'était quand même de l'argent public majoritairement, donc chaque dépense était recherchée et on avait quand même bien géré et on a surtout des structures d'accompagnement qui nous permettent d'avoir pas mal de gratuité sur pas mal de choses, notamment le Technopole de l'Arbois. Alors pas de gratuité, mais en tout cas, ils nous permettent d'avoir des coachs, de faire des vidéos, etc., qui sont en fait payés par l'État, enfin par le public, et ce qui nous permet nous de pas trop dépenser. On a dépensé, mais en fait on a mis majoritairement la dépense dans la partie technologique. Donc en effet, en cash burn, on brûlait, mais avec cet argent d'1,2 million et les discussions qu'on avait avec la BEI, on était plutôt confiants parce que ils disaient c'est bon, on va mettre 1,6 million, après ils disent finalement on va mettre un peu plus. Donc après aussi tu as une confiance des banques, tu as une confiance des investisseurs s'il y a besoin de remettre au pot. Donc si tu avais besoin d'un bridge, ça se serait fait. Si tu avais besoin d'un bridge, ça serait fait exactement. Et en fait, on avait ce moment où on s'est dit tiens, il n'y a pas ça, et du coup on a été dans plusieurs programmes d'accélération de grands groupes qui donnaient 100 000 euros par là, 70 000 euros par là.
ça tourne. À ce moment-là, je dis pas qu'on a allé très vite, mais ça tourne. Et en fait, en face, c'était top. Parce qu'on avait quand même potentiellement 5 millions qui allaient être mis sur la table. Ouais, parce que je t'ai arrêté à 5 millions, mais ça va. Donc là, ok, donc hop, là, ils te disent 5 millions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, il y a une condition. Ok. C'est 1 pour 1. Donc, c'est-à-dire, ils mettent 1 million si tu mets 1 million. Ok. Pas toi, hein, les investisseurs. Ok. D'autres investisseurs. Donc là, on dit, ok, bon, c'est pas ce qui était prévu. Donc, on se retrouve à partir en roadshow pour aller chercher les investisseurs du 1 pour 1. Donc, ce qui est bien, c'est que... T'es allé chercher du coup 5 millions J'allais chercher pour 5 matcher millions. les 5 millions qu'ils allaient te donner. Exactement, pour avoir les 5 Oh millions. putain, donc c'est pas du tout la même histoire. T'étais Pas du tout la parti même pour lever Et surtout, j'étais 2. pas parti pour aller chercher une levée de fonds. Ah ouais. J'étais parti pour avoir 2 millions d'euros, dont 1,8 million financé par l'Europe, Oui. pour développer la techno, la faire avancer, et à ce moment-là, à la fin, donc au bout d'un an, 1 an et demi, faire une levée de fonds plus conséquente. Donc on avait réfléchi aux alentours de 10 millions. Donc on s'est retrouvé dans ce qu'on avait prévu, mais c'était pas ça au départ. Donc du coup, en fait, on se retrouve à être obligé de partir en roadshow, ce qui est génial, hein, en termes d'expérience, c'est génial. Mais encore une fois, c'est une saisie d'opportunité. Donc on saisit l'opportunité, on fait le roadshow, on part pour aller chercher 5 millions, on rencontre plein d'investisseurs parce que le fonds UIC nous met en relation aussi avec d'autres investisseurs. On va au culot avec les investisseurs évidemment, et finalement, on se retrouve à avoir 5 millions assez rapidement, en quelque sorte, hein, j'ai envie de dire assez rapidement, donc en 3-4 mois. Oui, Et en 3-4 mois, voilà. C'est rapide. C'est rapide, mais pourquoi? Parce que derrière, on a la Banque européenne d'investissement Ouais, bien sûr. et l'EIC qui a déjà fait son due deal. Donc la due deal, quand elle est faite, ils la partagent. Ouais, Eux, bien ils sûr. font une petite due deal à côté, donc on part un peu de temps, là on perd un peu de temps, mais c'est pas une perte de temps, c'est la due deal, ça fait partie du jeu. Bien sûr. Et là, on se dit, bon, c'est bon, on y va. Et une nouvelle fait que, en fait, les gens qui ont investi chez nous disent, en fait, attendez, moi j'ai les petits copains, j'ai des amis, ok, pas de souci. Et en fait, ça fait effet boule de neige. Les actionnaires historiques remettent au pot, alors qu'on pensait que peut-être potentiellement c'était une opportunité de sortie, mais en fait ils remettent au pot, donc ils remettent 1,5 million. Moi j'ai une famille aixoise géniale qui vient nous soutenir parce qu'elle croit au projet en disant attends, nous on a envie de se diversifier, on vient mettre 1 million supplémentaire. Ah ouais. Et là t'as le million en plus, et en fait on se retrouve à finaliser une levée de 15 millions. Et c'est top, c'est génial. Mais c'est vrai que je dis pas qu'on s'y attendait pas, parce que c'est comme ça pour moi qu'une technologie comme un autre doit être développée. C'est obligatoire. En fait, sur une boîte comme la tienne, tu as besoin de beaucoup d'argent. C'est obligatoire. Tu ne peux pas te permettre de faire tu peux pas te permettre de faire ce qu'on a fait en gestion de bon père de famille. Il y a un moment donné où la techno elle est révolutionnaire. Tu déposes des brevets dans le monde entier. On a 12 familles de brevets. Ça fait plus de 100 brevets délivrés dans le monde. Ça te coûte une fortune. Il faut pas que tu réfléchisses en mode tiens, je vais faire des économies pour pas le déposer au Japon ou pour pas le déposer en Chine parce que ça va me faire économiser 10 000. C'est pas possible. Une technologie comme ça, c'est pas possible. Donc en soi, c'est un mal pour un bien parce qu'on a récupéré 15 millions d'euros. Donc passionnant. Génial. Parmi les fonds qui ont matché l'EIC, vous avez eu qui? Alors on a eu Equinor. Vous avez qui? On a Equinor qui est en fait l'équivalent de Total mais en Europe du Nord, en Norvège. On a EDP qui est l'équivalent d'EDF au Portugal. On a Exolum, pareil, l'équivalent de Total mais en Espagne, cette fois-ci. La Banque européenne, enfin l'EIC Fund, la famille Lédé, donc qui est une famille aixoise dans l'automobile et qui a désiré investir. Et évidemment, les actionnaires historiques. Ah, c'est fou. Donc vous avez aujourd'hui un actionnariat très européen. Exactement. Et là, les derniers qui sont arrivés, c'est Vopak et Exolum. Donc Vopak qui est un logisticien du nord de l'Europe, qui travaille beaucoup sur les ports du nord de l'Europe, donc transport de marchandises dans le nord de l'Europe. Ok. Et ce que tu me dis, donc tu as aussi, donc, non seulement très européen, mais pas mal de corporate VC, de CVC. C'est 90% de CVC. Ah ouais. Ah ouais. Et tu t'attendais à ça aussitôt dans l'histoire de la boîte? C'est ce que je voulais. Ah, alors pourquoi? Parce que aujourd'hui, et de manière complètement transparente, les fonds généralistes sont des fonds qui sont là pour t'aider au tout début. C'est très bien. Et je trouve ça passionnant. Ils ont vraiment cette façon, ce côté bienveillant de soutenir une technologie qui va créer de l'emploi sur le territoire, etc. C'est top. Demain, on est en train de potentiellement de dire je vais construire une usine à plusieurs centaines de millions d'euros. Parler avec des gens qui font une usine à centaines de millions d'euros, quand tu en as un qui est une caisse, par exemple comme le Crédit Agricole, qui est une caisse régionale, tu ne peux pas lui dire tiens je vais mettre une usine à 100 millions d'euros. Quand tu as la région sud qui est évidemment là pour t'aider, tu ne peux pas dire tiens je vais te prendre 100 millions d'euros parce qu'il faut qu'elle aide d'autres entreprises. Donc on se doit d'avoir des personnes autour de table qui ont vraiment cette vision long terme et d'usine. C'est-à-dire de dire ok, nous on sait comment on structure ça. Et donc moi j'avais dit depuis le début, on fait une première levée de fonds 1,5 million avec des institutionnels assez généralistes. Comme ça au moins on garde une certaine indépendance.
Et cette indépendance, on la maintient en ayant des brevets, en déposant des brevets, etc. Et une fois qu'on a tout à nous, donc des brevets à nous, on peut commencer à aller voir des corporates. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, les corporates ont super accroché à cette vision-là. Malheureusement, pas de corporate français, mais en tout cas, des corporates européens. Ouais. Pas de corporate français. Aucun. Comment t'expliques ça? C'est fou. Je pense que la prise de risque dans les deep tech, elle existe, mais elle existe sur des phases un peu plus avancées. Donc je ne doute pas que peut-être des investisseurs corporate, de grands énergéticiens pourront investir chez nous dans un prochain tour de table. Ah, ils aiment payer plus cher. Mais j'ai l'impression qu'ils aiment bien payer plus cher. Mais après, je pense que du coup, en fait, la vision un petit peu d'investissement des corporates européens qu'on a eu, c'est de dire, je préfère mettre, comme tu dis, 1 ou 2 millions maintenant, 3 millions, et me dire, bah, tiens, si la boîte, elle marche, tant mieux, je suis dès le début et en plus, je peux les aider. Et généralement, c'est des gens aussi qui réfléchissent beaucoup avec ce qu'ils sont capables de nous fournir, nous, en interne. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables de nous fournir en termes de technicité, de connaissances. Les fonds corporate VC, j'ai envie de dire, français, sont plus, de ce que moi j'ai rencontré, des fonds qui nous accompagnent sur la phase industrielle. Là, on est en phase pré-industrielle, et donc on sera heureux de travailler avec eux sur la phase industrielle. Je l'espère, parce que moi je suis assez quand même chauvin. En plus, en étant Corse, je suis fier quand même de mon pays, qui n'est pas que la Corse, c'est aussi la France. Et je me dis, ça m'aurait fait plaisir d'avoir un investissement européen, un investissement français. Écoute, on les aura dans quelques années. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu me disais d'ailleurs, quand on a préparé cet entretien, que tes investisseurs européens, ils avaient un mindset anglo-saxon. Ouais. Alors, c'est assez nouveau. Pour moi, en tout cas, j'ai découvert ça. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui, bien évidemment, ont supervisory board. Et ils n'aiment pas trop appeler ça un conseil d'administration. On est plutôt sur du supervisory board. En gros, c'est une supervision. C'est-à-dire d'avoir une vision assez globale de l'entreprise, des enjeux, de ce qu'on est capable de faire, etc. Mais pas d'être dans l'opérationnel. Que leur objectif, il est d'être le plus loin possible de l'opérationnel. Je pense que quand je parle d'anglo-saxons, c'est parce que c'est eux qui le disent, mais je pense que c'est aussi ce côté d'avoir moins de responsabilité en cas d'échec ou en cas de problématique au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils ne sont pas exécutifs, on ne pourra pas leur reprocher que telle ou telle grande boîte européenne a fait tomber telle ou telle boîte française ou européenne. Donc il faut une certaine distance et c'est super intéressant parce que du coup ils sont vraiment là pour nous soutenir. Ils sont plus là pour regarder les comptes. Ils font pas de micromanagement. Exactement. Ils nous disent les gars, vous avez un budget, vous devez le consommer à X temps. On regarde bien évidemment s'il y a un écart important, mais on vous fait confiance dans la gestion de votre budget. On vous fait confiance dans les recrutements. Si vous avez envie de faire 50, 60, brûler du cash en 1 an, brûlez votre cash en 1 an. Ça ne nous regarde pas. La seule chose, c'est que nous, il faut que dans 1 an, vous ayez atteint, ou 2 ans, ou 3 ans, les objectifs que vous nous avez présentés dans le cadre de la levée de 15 millions. Et ça, c'est super intéressant. Je ne dis pas que le micromanagement est problématique, parce que c'est important. Quand on crée une boîte, au tout début, les 1,5 million, donc les personnes autour de la table étaient passionnants. Ils nous ont aidés à faire un bilan, à comprendre comment ça fonctionne. Et moi, je ne connaissais pas tout ça. Donc, pour moi, c'était une création d'entreprise. Donc, c'était complètement nouveau. Mais maintenant, ils disent, bon voilà, on vous donne l'argent pour vous payer un directeur financier, un directeur RH, un directeur industriel. Et c'est eux qui ont l'expertise. Ce n'est pas les investisseurs, c'est les gens que vous allez prendre, c'est l'humain que vous allez prendre qui va vous permettre d'amener cette techno sur le marché. Ok, super intéressant. Donc moi, ce que je retiens, c'est 2 choses. C'est la capacité à prendre plus de risques dans un premier temps, que malheureusement les Français n'avaient pas, en tout cas n'ont pas, ont un peu moins. Dans notre domaine en tout cas. Et après, effectivement, comme tu le dis, cette capacité à faire plus confiance en fait, à juger sur les objectifs et pas essayer de comprendre ou de vous aider ou de trop vous accompagner au quotidien. Exactement, pas au quotidien. Par contre, il faut bien garder en tête, et ça c'est super intéressant, c'est que dès qu'on a besoin d'eux, ils nous ouvrent des portes. C'est tout bête, aujourd'hui, c'est des grands corporates qui participent à des grands salons. L'entrée d'un salon, c'est 3-4 000 euros. Eux, ils sont speakers parce qu'invités, etc. et tout. Généralement, ils ont des invitations. Ils pensent à nous. Ils nous disent, si vous voulez, on vous invite là. Et pour une start-up, je ne dis pas qu'on est en économie, parce que comme on dit, il faut quand même y aller. Mais ne serait-ce que ça, c'est top, parce qu'en fait, quand on y va avec un corporate, lui, il va nous prendre par la main, il va nous présenter à 3-4 personnes qui sont directement du top management d'une grande boîte, et donc on peut commencer à travailler avec eux rapidement. Et c'est ça qui est top. C'est le in-between, de mettre en relation avec des personnes qui sont compétentes, et surtout qui ont l'appétence de l'innovation, parce que si eux, ils se connaissent, c'est parce que c'est quand même des gens qui ont investi chez nous, donc ils ont l'appétence pour l'innovation, ils connaissent des gens dans notre boîte qui ont cette appétence pour l'innovation. Et quand tu as envie de travailler avec des grandes boîtes, comme je te disais, on est obligé de travailler avec les grands groupes, tu dois rencontrer en face de toi quelqu'un qui a l'appétence d'innovation.
Sinon, tu n'arriveras pas à mettre ta techno. Et il faut que ce soit quelqu'un qui soit en tout cas suffisamment haut en termes de hiérarchie pour être décideur. Ouais. Et ça, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et que c'est l'une des plus belles surprises que j'ai eues avec les corporates. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Ce côté, je te mets en relation, je vais t'aider. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un fonds qui était lancé. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un financement sur ça. Et ça, c'est top. C'est pas du micromanagement en mode tu devrais répondre à ça. C'est je l'ai vu, j'ai pensé à toi, je te le propose. Ouais, ils ouvrent les portes, ils te chaperonnent, ils te guident, ils ouvrent leur réseau. Ah ouais. Exactement. Là, c'est canon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont dans le même bateau. Ils sont dans le même bateau que toi. Ils se disent, tiens, on va les aider. Sauf que eux, ils ont un plus gros bateau. Et leur plus gros bateau, ils disent, tiens, on peut l'utiliser pour soutenir les plus petits bateaux. Et ça, c'est juste génial. Donc là, c'est vrai que c'est que du positif. Et pour l'instant, on vient de lever. Donc ça fait un peu moins d'un an. Donc c'est génial. Exactement. Et encore en lune de miel. Donc tout se passe bien. On en reparlera peut-être dans quelques années. Et je reviendrai là pour te parler un peu de comment ça s'est terminé. Mais en tout cas, ils mettent les chances de notre côté. Et ça, c'est important de le dire. Du coup, là, on vient de parler beaucoup de la dernière levée. J'aimerais qu'on fasse un petit pas en arrière et que tu me dises comment toi, tu l'as vécu. Est-ce que tu étais stressé pendant cette première levée et puis cette deuxième levée ? Alors, il s'avère que je suis un peu hyperactif. Donc, le stress, je vis avec depuis ma naissance. J'ai vécu un stress qui, je pense, est intéressant à partager, qui est plutôt un stress d'humain, de relations humaines qui m'a un peu touché. Moi, je suis quelqu'un qui, en tout cas, donne beaucoup d'importance à la personne. Alors ça, c'est peut-être on ouvre des portes, voilà. Mais c'est plus dans le côté, j'aime bien ce côté humain, qu'on respecte un peu l'humain. Et en fait, tout ce que j'ai vécu a été assez dur. Par exemple, le 23 décembre, c'est quand même une image de dire, tiens, le 23 décembre, la veille, t'es trop content, tu vas faire fêter ça avec ta famille le lendemain, tu veux leur annoncer, tout est bon. Et en fait, ça tombe à l'eau. Donc ça a été un très gros coup de stress, parce qu'après, tu te dis, mais en fait, est-ce que je dois virer des gens ? Est-ce que je dois... Comment ça se passe ? Donc ça a été plutôt le stress post-traumatique de la situation de la première levée qui ne s'est pas faite. En amont de la deuxième... en amont de la deuxième première, en fait, j'ai pris beaucoup de temps à parler avec des gens. Je me suis beaucoup rapproché du réseau Entreprendre, des débuts de la French Tech, de mes parents, de mes amis, où je me suis beaucoup ouvert. Ça fait un peu des séances de psy en quelque sorte. Mais c'était important de pouvoir partager ces moments-là avec eux, parce qu'en fait, je recherchais vraiment ce côté de bienveillance. Je parle beaucoup de bienveillance parce que pour moi, c'est important aujourd'hui dans un monde qui va très vite, qu'on prenne le temps quand même aussi de dire, tiens, il y a de l'humain derrière. Certes, il y a un investissement. Certes, aujourd'hui, moi, j'ai 15 millions de levée de fonds. C'est fabuleux, c'est passionnant. Mais on a quand même des gens derrière qui gèrent, qui travaillent, et on ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi à ces gens-là. On doit les respecter parfois. Donc en fait, ce côté, moi, c'était ce côté stress qui m'a fait réfléchir beaucoup sur l'humain, sur la relation humaine que je pourrais avoir. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi d'ailleurs pour la deuxième levée, où je me suis dit, maintenant, il va falloir que je prenne un peu de recul. Voilà, c'est une boîte que j'ai envie d'amener sur le marché, on va y arriver ensemble. Et en fait, en face, il faut qu'ils jouent le jeu, les gens, parce que si dès le début, on ne s'entend pas, on ne va pas y arriver. Donc voilà, un peu de stress à gérer, beaucoup d'humains, beaucoup de potes, beaucoup de familles. Alors moi, j'ai ma famille qui vit en partie en Guadeloupe et une partie en Corse, donc c'était plutôt l'oncle qui est à Marseille qui m'a un peu aidé là-dessus. Mais ouais, les potes et la famille, c'est super important à ce moment-là. C'est vachement intéressant parce que beaucoup de gens à ce moment-là stressent forcément, et souvent les gens quand ils stressent ils se referment. Ouais. Tu vois, ils vont plutôt pas voir leurs potes, moins voir leur famille. Et ce que tu me racontes, c'est que tu as fait le contraire, quoi. J'ai fait exactement l'inverse. Ouais. Tu t'es plus ouvert qu'à la normale. Exactement. En fait, je pense sincèrement que tu es obligé tu peux pas vivre des moments aussi durs et aussi importants tout seul. L'entrepreneur, on est tout le temps en train de dire que l'entrepreneur, il est solide, il est capable de gravir des montagnes. Ouais, j'en suis persuadé, même sans être entrepreneur, il y a des gens qui sont capables de le faire. Mais par contre, au bout d'un moment, il faut apprendre à relâcher un peu. Et il faut aussi apprendre à montrer ses faiblesses, ce qu'on vit, ses sentiments à ce moment-là. Et c'est en faisant ça qu'on arrive à être encore plus fort. Parce que moi, je me suis retrouvé avec des gens que je ne pensais pas du tout, mais dans le réseau Entreprendre, des amis qui sont devenus des amis, en fait, que c'est une petite famille de personnes qui m'ont dit, mais attends, mais tu vois, moi aussi, je galère sur ça. Ah, moi aussi, je galère sur ça. Et en fait, c'est en se disant, mais en fait, l'entrepreneur, c'est pas que de la réussite. C'est aussi de la difficulté. Et en partageant nos difficultés, on se dit, ok, attends, putain, lui, ce qu'il vit, c'est pas facile. Et ça a fait vachement réfléchir à ses propres problèmes,
Parce qu'en fait, on se dit qu'on est tout seul, et c'est en voyant les problèmes des autres aussi qu'on se dit, finalement, on va pouvoir... Parfois, il ne faut pas tout le temps se plaindre, et il y en a qui sont encore un peu plus en difficulté que nous, et donc du coup, ça te permet de gravir, de gravir les montagnes. Ok. Donc, la grande leçon, là, c'est la meilleure façon de gérer son stress, en tout cas pour toi, et qui est une best practice, je pense, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est de bien s'entourer, de parler avec les gens, de s'ouvrir et de se rendre compte qu'on n'est pas seul et de se faire accompagner. Il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter. C'est tout bête, mais hésiter à ouvrir son cœur en disant là, en fait, je ne me sens pas. Là, c'est dur. Là, ce que je vis, c'est ça. Et c'est tout bête, mais ne serait-ce qu'à titre perso, le fait de le dire à des personnes, ça te permet d'être beaucoup plus fort après. Okay. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné à ce moment-là ? Et il venait de qui ? Pendant la levée de fonds, ouais. Avant la levée de fonds, en fait, c'était pas vraiment un conseil. Ça a été plutôt, justement, dans la première levée de fonds, ça a été cette personne qui a cru en nous et qui nous a dit, mais si vous êtes capable d'affronter ça et vous allez pouvoir rebondir, mais vous allez voir, la gestion de votre boîte, elle sera extraordinaire et vous serez super fort. Et en fait, ça nous a donné, ça m'a donné en fait une espèce de motivation de dingue, parce que souvent, on me dit, mais quand on regarde ton expérience d'entrepreneur, il faudrait que tu écrives un livre. Alors, je ne peux pas tout dire encore aujourd'hui, mais c'est vrai que j'y pense, en fait, je me dis, mais on a vécu des choses humainement qui ont été très, très dures, magnifiques aussi, donc c'est vraiment de la montagne russe, et c'est une vraie montagne russe, et c'est passionnant, mais la meilleure chose qu'on puisse nous dire, c'est en mode, putain, mais si vous êtes capable de faire ça, les gars, c'est que toi qui vas pouvoir amener cette technologie sur le marché. Mmh. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a vécu avant, tout ce que j'ai vécu à titre perso ou même professionnel, m'a forgé pour pouvoir amener une technologie aussi disruptive dans le monde de l'énergie. Parce que le monde de l'énergie, il n'est pas gentil. Il n'y a pas que des gentils. Non. Donc, il faut que tu sois suffisamment solide et fier et travailler sur ton ego, travailler sur plein de choses pour pouvoir réussir à amener cette technologie. Et avec tout ce qu'on a vécu avant, en fait, finalement, quand tu y penses, on a tous les skills pour y arriver. Mmh. Et ça, c'est en mode, c'était pas un conseil, mais c'était plus en mode, sois fier de ce que tu as réussi à faire, parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui arrivera à faire ce que tu as été capable de faire. Okay. Et ça, c'est génial. Ok. Et donc là, c'est la première levée qui a été cruciale. Hein. Il y avait eu le traumatisme de celle qui avait été ratée, il y a celle-ci que tu as dû aller chercher. Exactement. Et on imagine que c'était pas évident, mais elle était essentielle pour que l'aventure voit vraiment le jour. Exactement. Sans ça, on n'aurait jamais pu mettre la technologie sur le marché. Et sur la deuxième, du coup, est-ce que ça a roulé ou malgré tout, tu as dû t'accrocher ? La deuxième, elle a été faite de plein d'opportunités. Cette rencontre avec l'ESC, etc., c'était génial. Je me suis éclaté. Elle a été dure, évidemment. Mais j'ai trouvé... En fait, on était quand même dans une situation où on passait des moments... pas agréable, mais on va dire d'échange avec des entrepreneurs, avec des investisseurs qui avaient une vraie vision d'investissement dans les technologies disruptives. Mmh. Donc, c'était beaucoup plus fluide en termes de discussion. Certains, on a eu des investisseurs avec qui on a bien discuté, mais qui nous ont dit non, en fait, nous, stratégiquement, c'est pas intéressant. Et c'est pas grave, c'est pas choquant d'entendre ça, parce qu'on peut comprendre qu'un tel groupe ou tel groupe n'a pas cette vision sur l'hydrogène ou autre. Et ça, en fait, ça a beaucoup changé dans le terme des relations. Donc, ça fait que le stress a été complètement différent. Par contre, c'est vrai qu'on a toujours ce stress du mail envoyé où on nous dit oui, on nous dit non, on nous dit mince, est-ce que j'ai bien fait ? On a parfois dans les due diligence, on a des personnes, des psys qui viennent vérifier pendant 2-3 heures, qui te font parler. Ah ouais ? Ouais, on a eu ça. Bon, 2-3 heures, là, on a même resté 4 heures, parce que moi, je parle beaucoup, donc évidemment, je me suis ouvert. Et en fait, à la sortie de ça, tu te dis, mais mince, est-ce que... J'ai pas dit une connerie. Est-ce que j'ai pas dit une connerie ? Et en fait, potentiellement, je vais faire tomber le tour. Et c'est ce côté due diligence, analyse de la personnalité, etc., qui aurait pu peut-être poser problème, qui était assez stressant, mais en soi c'est normal. Donc il faut se le dire, écoute, ça fait partie du jeu, c'est comme ça que ça doit fonctionner, donc tu joues le jeu et tu as beaucoup moins de stress. Et du coup, tu t'es dit quoi quand tu es sorti de ce process de due deal final de cette deuxième levée de fonds que vous avez signé ? Ah, dingue. Dingue. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que la première qu'on a ratée, elle a été signée le 23 décembre. La deuxième, donc de 15 millions d'euros, une partie a été signée le 23 décembre, 6 mois avant l'été. Mmh. Donc en gros, c'était assez marrant parce qu'on s'est retrouvé encore à signer le 23 décembre. J'ai dit ça, c'est un signe. Enfin, une partie de la levée a été signée comme ça. Et en fait, c'est un grand sentiment de réussite, ce qui est pas...
réussite personnelle, mais de se dire, parce que quand tu lèves 15 millions, on était quand même une quinzaine de collaborateurs, tu as tes collaborateurs qui sont là aussi pour le faire, cette levée. Tu n'es plus tout seul. C'est plus genre, c'est Pierre-Manuel qui va convaincre les investisseurs. Tu as une techno, une équipe de collaborateurs qui t'aident et qui vivent le moment avec toi. C'est-à-dire qu'ils ont presque plus de stress que moi. Je les voyais, ils étaient à fond. Dès qu'on envoyait un mail, ils m'aidaient sur telle chose. Tu les tenais au courant, ils savaient tout. Je les tenais au courant. Moi, j'ai toujours eu une transparence avec mes collaborateurs, donc j'ai toujours tenu, en tout cas les collaborateurs proches, j'ai toujours eu une transparence avec eux pour leur dire ça va pas. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, moi j'ai une façon de manager, une façon de travailler avec mes équipes qui est particulière, qui est de dire, moi je pense que si elles savent, ces gens savent les difficultés que je rencontre, ils vont peut-être pouvoir accepter certaines fois les moments où je vais être un peu dans le down, un peu compliqué. Un peu directif. En disant, bon allez, là on fait ça, alors que le lendemain, il n'y a pas de souci, on va se boire un verre de rosé en fin d'après-midi. Et c'est ce côté un petit peu aussi qui peut faire penser à la schizophrénie en disant, mais le mec, il a 40 personnalités, quoi. Et en fait, non, c'est pas 40 personnalités, c'est que la veille, j'ai peut-être reçu un mail d'une personne qui m'a dit, en fait, ou d'un investisseur qui m'a dit non. Et ce non, il fait toujours un peu de mal parce que tu t'es battu pour essayer de l'avoir. On n'en a pas eu des tonnes, mais on en a quand même eu quelques-uns. Et du coup, le lendemain, tu te fais une réunion avec tes équipes et voilà. C'est une réunion de crise alors qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, oui. Exactement. Et moi, je pense que la transparence là-dessus, sur ses collaborateurs, elle est importante. Peut-être, là, c'était une série A de 15 millions. Je ne sais pas si on aura la même transparence sur une série B. Quand tu commences à être 50, 60, 100 collaborateurs, tu ne peux pas dire à tout le monde. Mais je pense que quand même, il va falloir qu'on la travaille parce que les collaborateurs, ils vivent ce moment, quoi. Et mine de rien, tu leur dis, si on y arrive, vous êtes payés. Si on n'y arrive pas, les gars, chômage. Ouais, c'est sûr. Ils le savent. Donc, nous, on avait du cash quand on a fait la levée de fonds. Mais... Et t'es allé pitcher tout seul ou il y a certaines personnes de ton équipe qui sont venues, qui ont participé à ce processus de levée ? Alors, pour la première levée, je l'ai pitché majoritairement tout seul ou de temps en temps avec mon associé. J'avais après eu pour la levée de fonds, la deuxième levée de fonds, la conséquente de 15 millions, et j'ai pris un peu de recul sur ma boîte et du coup j'ai fait le choix avant de faire la levée de fonds, de me rapprocher d'une potentielle nouvelle présidente ou nouveau président de la société à qui j'ai transmis en fait... Pour te remplacer ? Pour me remplacer. Ah ouais. C'était pas une demande des investisseurs historiques ni de nouveaux, c'était juste qu'en fait je trouvais qu'on commençait à... Quand tu commences à avoir 10-15 millions, qu'on te dit, tiens, on va faire ça, parce que l'Europe nous avait commencé à nous dire, on va faire une levée un peu plus conséquente. Je me suis dit, là, on est plus sur de la création d'entreprise, on est plus sur l'entrepreneur un peu sympa, de 30 ans, qui a envie de s'amuser, qui a envie d'amener cette technologie sur le marché. Il va falloir avoir un petit peu de socle solide. Et c'est là où, en fait, moi, je suis allé recruter une nouvelle CEO qui nous a rejoint à peu près un an avant la levée de fonds. Qui était plus senior, du coup ? Qui est beaucoup plus senior, parce qu'elle a l'âge de mes parents. Ah ouais. Et du coup, un parcours dans l'industrie ? Il y a un parcours dans l'industrie passionnante et passionné. On a de suite accroché et ça a été l'une des plus belles réussites, parce que c'est pas en soi une réussite, mais c'est pour moi des rencontres. Des rencontres qui sont super intéressantes et c'est vachement bien parce qu'on est sur du transgénérationnel finalement quand tu y penses. Tu travailles en fait avec quelqu'un qui a l'âge de tes parents, plus ou moins l'âge de tes parents, qui a quand même un background, une formation de dingue, qui a connu énormément de choses. Et en même temps, il est obligé d'apprendre de toi aussi, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même moi qui l'ai créée, cette boîte. Elle est personnifiée au départ, cette boîte, parce que c'est Pierre-Manuel qui a créé la boîte, parce que c'était moi qui représentais la boîte, donc très personnifiée. Et il faut gérer un peu aussi cette arrivée d'une personne. Exactement, cette transition. Donc l'année dernière, ça a été une année de transition justement après la levée de fonds. Et c'est ça qui est super. En tout cas, moi, c'est toujours une expérience qui est passionnante. On a souvent tendance à voir des nouveaux CEO ou arriver juste après une levée de fonds parce qu'elle est exactement demandée par les investisseurs. Et là, c'est je pense aussi ça qui a beaucoup plu avec les investisseurs, parce que moi, j'étais complètement transparent en disant, voilà, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis méditerranéen, je parle avec les mains, je vous dis la vérité. Si on y va ensemble, il faut qu'on y aille ensemble. Je ne suis pas suisse, je ne suis pas du Nord, de la région nordique, tout ce qui est pays européens du Nord, où ils ont une façon différente de parler. Moi, j'aime bien qu'on discute autour d'un verre de vin, qu'on prenne le temps de discuter, qu'on aille dans un endroit différent de la boîte, parce que j'ai envie de voir comment on travaille ensemble et j'ai envie aussi de vous dire les craintes que j'ai, les difficultés que je rencontre. Et c'est ça qui est important. Et à côté, je contrebalance avec quelqu'un qui est un peu plus carré, qui va faire
politique, j'ai envie de dire, de relations, qui a les codes de l'industrie que je n'ai pas. Et ça a été un vrai travail sur moi de faire cette transition qui est passionnante, mais qui a fait aussi que la levée a été très bien réussie. Parce qu'en fait, elle m'utilisait en mode quand il y avait un truc qui prenait un peu plus de temps parce qu'un investisseur n'avait pas encore répondu et tout, elle me disait bon ben tiens, tu veux pas intervenir? Et là, je dis là, je me régalais parce que je rentrais dedans et je disais écoute tu veux pas qu'on commence un peu à accélérer là, tu veux pas qu'on commence à signer, tu veux pas qu'on y aille? Et cette franchise, cette façon de parler était très complémentaire, sans manquer de respect, mais était très complémentaire justement de la personne avec qui je bossais et qui avait pris la présidence, quoi. Le fondateur un peu tout fou. Exactement, mais non, mais de toute façon c'est des profils. Bien sûr, non, mais c'est évident. En fait, tu avais conscience que toi, tu étais super bon sur le 0 à 1, tu as été jusqu'à 1, exactement. Et tu allé chercher le 1 à 10. Quoi. Et en fait, ce que tu dis, c'est exactement ça. Le 1 à 10, peut-être que quand on sera à 6, à 7, ça sera plus elle. Mais en fait, on a toujours tendance à dire t'as un Elon Musk, t'as un Steve Jobs, t'as les mecs qui ont tout créé dans leur garage et qui demain sont encore les patrons à plusieurs dizaines de milliards. Oui, certes, mais pour moi, ça représente une toute petite minorité d'entrepreneurs qui font ça. Parce que les autres, il faut parfois apprendre que c'est trop grand, c'est plus que soi en fait, ce qu'on est en train de faire. Et quand tu commences à réaliser ça, tu travailles un peu sur ton ego et à côté, tu es capable de transmettre. On en parlait en préparant cet entretien. Oui, il y a Elon Musk. Oui, il y a Steve Jobs. Mais Bill Gates, il allait chercher Eric Schmidt. Exactement. Il allait chercher un CEO. Exactement. Et aujourd'hui, le CEO de Microsoft, ça fait bien longtemps que c'est plus Bill Gates. C'est plus Bill Gates, exactement. Et en fait, c'est normal. C'est normal. Et en fait, on a tendance toujours à parler du bébé, mon bébé, c'est ma société bébé parce que c'est moi qui l'ai créé, etc. Et je pense que en fait, si on veut que cette boîte, ou en tout cas, moi, si je veux que ma boîte, elle arrive sur le marché, il y a un moment donné où j'ai pas fait 40 ans dans l'industrie et j'ai 35 ans. Donc, je peux pas avoir 40 ans d'expérience dans l'industrie. Par contre, savoir amener une technologie sur le marché from scratch, ouais, je te le fais. Après, l'amener en version industrielle et créer des usines avec des personnes qui vont travailler en 3-8, j'ai jamais fait. Tu le fais pas seul, quoi. Je le fais pas seul et je serai là pour apprendre. J'ai envie d'apprendre, je trouve ça passionnant. J'apprends beaucoup d'elle. Je pense qu'elle apprend aussi beaucoup de moi, dans le sens où parfois j'ai une façon de réfléchir, de management qui est un peu différente. C'est normal, on n'est plus de la même génération. La relation sur le télétravail, la relation sur la présence au bureau, les horaires, etc. Et tout. Il faut savoir gérer tout ce genre de choses-là. Mais c'est bien aussi parfois d'amener un certain cadre. Et la sortie du cadre est bonne, mais parfois le cadre est bon. Voilà. Donc il faut vraiment gérer les deux, quoi. C'est très intéressant. Alors... c'est évident que vous allez faire une prochaine levée de fonds, c'est obligatoire par rapport au modèle. Est-ce que vous savez déjà plus ou moins quand vous allez faire cette fameuse série B? Ouais, on va partir sur 2026. 2026, donc on travaillera sûrement sur une levée de fonds à partir de fin d'année 2025 pour aller chercher entre 50 et 100 millions d'euros. Ok, 50 et 100 millions d'euros. Pour faire quoi? Alors, pour monter en échelle encore industrielle, là, on est en phase pré-industrielle, comme tu le disais tout à l'heure très bien. Et là, on est en train de commencer à à designer les usines de demain. Et pour construire ces usines, il va falloir donc des usines de production de notre vecteur. Et pour faire ça, il va nous falloir aux alentours de 100 millions d'euros. Ouais. Ok, aux alentours de 100 millions d'euros. C'est des chiffres qui sont complètement fous, qui sont ceux mais qui sont ceux de l'industrie. Exactement. C'est pas du 100 millions d'euros parce que je dois être le seul sur le marché pour développer mon application de rencontre qui a besoin sûrement de ça. Mais là, c'est pas ça. Là, on est en train de construire quelque chose. On est en train de construire du solide. Et ça, c'est passionnant en termes d'aventure. C'est tous les jours nouveau, quoi. Ça, c'est vraiment super intéressant. Encore une fois, j'en parlais lors du dernier épisode, celui qui va te précéder, qui est Jonathan Azoulay de Talon.io. Et il me disait, c'est fou, je rencontre de plus en plus d'entrepreneurs de start-up qui veulent faire de l'industrie, qui veulent faire quelque chose de solide, qui peuvent toucher. Mais je pense aussi que c'est post-Covid où en fait on a un peu survolé, on a été dans une espèce de métaverse, de choses en fait où on touchait pas les choses et moi ça m'a en tout cas choqué et je suis super content de pouvoir développer une technologie industrielle. Parce qu'aujourd'hui, quand j'arrive le matin et que je vois une partie de mes collaborateurs faire de la synthèse de notre vecteur, je me dis c'est quand même génial parce qu'on est en train de créer quelque chose. Ces gens-là, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ils ont le sourire, ils ont le smile. Et en fait, tu as toutes les tranches de profils professionnels que tu peux avoir, du technicien jusqu'à l'ingénieur, le docteur, le grand patron. On a tout ça. Et ça, c'est génial en fait parce que tu te dis, tu as toute la société
en fait, en face de toi, qui est regroupé autour d'un projet de commun qui va se construire, quoi. Exactement. Qu'on va voir, et chacun amène sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire que le technicien qui vient et qui nous fait le vecteur qu'on a développé, et ben ce technicien-là, il se régale. Et je me dis, mais c'est top, pourquoi il se régale? Parce qu'il sait que quand il va faire ce truc-là, ce vecteur énergétique, et ben en fait, il participe à la transition énergétique. Ouais. Et aujourd'hui, chez les jeunes, on en a de plus en plus besoin d'avoir cette vision long terme. On parle beaucoup de RSE dans les entreprises, mais si tu veux, nous, c'est pas quand on nous pose la question de ce qu'on fait en termes de RSE, je dis, mais en fait, nous, on est la RSE. Nous, on est une entreprise qui a pour vocation de changer le monde dans la transition énergétique. On va y arriver peut-être, je sais pas, je peux pas garantir. Si je pouvais garantir, j'aurais pas besoin de lever des fonds. Mais en tout cas, on est déjà tous les jours dedans et on est ancré dans ça. Et c'est ça qui est passionnant, parce que tu te dis, mais en fait, tout le monde est passionné de ça. Ouais. Et donc, tu parlais de ces jeunes, c'est quoi le conseil que tu leur donnerais à ces jeunes qui veulent monter leur première boîte et qui vont devoir lever leur premier fonds? Pour moi, le voyage entrepreneuriat, il est passionnant. Moi, j'interviens dans pas mal d'écoles pour justement promouvoir l'entrepreneuriat. Hein. C'est pour ça que je suis aussi président du réseau Entreprendre. C'est pour ça, j'aime promouvoir l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est génial d'entreprendre. Et généralement, ce que je leur dis, entourez-vous. Ne vous fermez pas, ce qu'on disait tout à l'heure. Ne vous fermez pas à titre perso ni à titre professionnel. Entourez-vous des gens, regardez, il y a de la bienveillance, il y en a qui ont de la bienveillance. Évidemment, il y a toujours avec un peu des pincettes, parce que tu peux avoir des personnes qui ne vont pas être là que pour du bon, c'est évident. Mais en soi, tu vas tirer tellement de bon de l'humain que parfois, c'est quand même pas mal aussi de pouvoir s'ouvrir. Et j'ai vu trop d'entrepreneurs se fermer et pas vouloir se faire entourer, de pas avoir de mentorat. Il y a énormément de solutions aujourd'hui, de coachs, de coachs sportifs qui accompagnent aussi les entrepreneurs, de coachs pour le côté moral. Et en fait, tout ça, on a souvent tendance à dire « Non, mais attends, là, moi, j'ai pas le temps, moi, je suis entrepreneur. » Et en fait, le « j'ai pas le temps » de l'entrepreneur, il me rend fou. Donc, pour moi, aujourd'hui, une personne qui me dit « j'ai pas le temps », c'est pas normal. Une personne qui est passionnée par son boulot, elle a le temps. Et c'est pas pour dire tu fais des horaires de dingue. C'est juste que tu es passionné par ce que tu fais et tu apprends de tout. Moi, aujourd'hui, en tant que président du réseau Entreprendre, j'apprends de tous les gens que je rencontre. Et quand je les vois, ces jeunes qui se lancent, je leur dis, mais vous avez tout à fait raison de venir nous rejoindre. Pas au réseau, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'initiatives, etc., qui permettent de soutenir la création d'entreprise. Mais prends le temps de passer du temps avec ces gens-là, parce qu'en fait, c'est ces gens-là qui vont t'apporter, qui vont te faire accélérer de dingue. Ils vont te donner tout ce qu'ils ont vécu. Ouais. Et j'adore que tu dises ça, parce que c'est aussi beaucoup la raison d'être de ce podcast. Et oui. Voilà, alors là, on n'est pas en direct, on n'est pas en physique avec chacun de nos auditeurs, mais ils nous écoutent. Ils nous écoutent en faisant leur footing, ils nous écoutent en prenant leur voiture, en faisant la vaisselle, ce qui est mon endroit préféré pour écouter les podcasts. Et ils s'inspirent d'aujourd'hui, de ton expérience, tu vois, et ça, exactement. C'est génial. Et je pense que il faut prendre ce temps. Ouais, il faut le prendre. Et tu vois, c'est tout bête, mais prendre le temps d'écouter un podcast, deux podcasts, de retour, d'apprendre des choses, d'apprendre. Moi, j'écoute beaucoup sur la société, de ce que la société de demain va être. Pourquoi ? Parce que je vais recruter des gens qui arrivent et qui aujourd'hui ont 18 ans et peut-être écoutent ce podcast et qui disent moi, j'ai envie de connaître comment il fonctionne. Moi, aujourd'hui, mon cousin, il a 5 ans de moins que moi. Je vois comment il gère les réseaux sociaux et tout. C'est complètement différent de moi. À l'époque, on voyait cette différence entre parents et enfants. Aujourd'hui, on les voit entre cousins à 5 ans d'écart. Ouais, c'est fou. Hein. Et nous, on se doit en tant qu'entrepreneur de comprendre ça. Et ce temps-là que je consacre, c'est pas pour ma boîte. C'est pas directement pour ma boîte. Par contre, savoir demain gérer une génération, alors avec leur nom, je sais plus, Y, Z, mais savoir parler avec ces gens-là. Y, c'est nous. Voilà, Y. Eux, c'est plutôt Z. Eux, c'est plutôt Z. Gérer les Z. Voilà, comment les Y gèrent les Z. C'est ça qui est super intéressant. Et je pense que c'est important aussi de s'ouvrir sur ça. Ouais, c'est absolument essentiel. Et je pense que c'est essentiel. Ça, c'est le travail que vous faites au réseau Entreprendre, c'est le travail que tu fais aussi à French Tech et que tu fais en permanence dans les écoles. Vous êtes entrepreneur, que vous soyez au tout début, que vous soyez en levée de fonds, bien sûr, mais tout au long de votre parcours entrepreneurial, allez rencontrer des gens, écoutez des entrepreneurs qui sont passés par là, écoutez des experts qui sont passés par là. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite et de faire beaucoup moins d'erreurs et puis de vous inspirer. C'est vraiment tout à fait essentiel. Deux dernières questions avant de conclure sur 10 questions un peu plus personnelles. Est-ce que tu as un shout-out, un remerciement à faire à un ou plusieurs de tes investisseurs ? Alors oui, tout à l'heure je t'ai parlé d'une personne qui m'importe, qui n'est plus dans le fonds d'investissement qui a investi chez nous au premier tour de table. C'est Florence Cordier, qui a travaillé du coup au Crédit Agricole
et qui m'a donné tous ses conseils. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que je la remercie parce que c'est grâce à elle aujourd'hui qu'on est là, grâce à d'autres personnes également. Mais c'est vrai que là, c'était passionnant. Et le deuxième personne, si je peux me permettre de faire un deuxième bien sûr, remerciement, autant que tu veux. c'est évidemment les gens du Technopole. J'espère que tu auras l'occasion de venir nous voir. Le Technopole de l'Arbois, c'est vraiment une clean tech de dingue. Son patron, donc son directeur, c'est Frédéric Guilleux. Et je me souviendrai toujours, quand on s'était rencontrés, il m'avait offert un petit burger parce qu'il y avait un food truck sur le Technopole et il m'avait présenté un peu son Technopole. Et je dis, mais en fait, moi, je rêverais de pouvoir m'installer là. Ouais. Et on s'est installé. Aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main pour faire évoluer ce Technopole et de continuer à être l'un des plus gros technopoles européens en termes de clean tech. Donc merci à lui pour ce qu'il fait parce que bouger cet écosystème, c'est juste génial. Après, la liste est longue. Évidemment, j'ai plein d'amis que je pourrais dire, tiens, ils m'ont soutenu, ma compagne, tout ça, c'est juste génial. Mais c'est vrai que là, je veux penser aux gens impliqués dans le monde de l'entrepreneuriat qui, en fait, en soutenant le monde de l'entrepreneuriat, soutiennent les entrepreneurs. Et souvent, on les oublie un petit peu. Et parfois, c'est pas mal de leur dire, voilà, vous avez réussi parce que si tu veux, ils ont une réussite via nous. Et c'est compliqué, je pense, de réussir via quelqu'un, de ne pas réussir sa propre boîte, mais de réussir via la réussite d'une autre personne. Et je trouve ça ultra fort en termes d'ego, de bienveillance. C'est assez fort d'en arriver là. Ok, génial, waouh. So much love, mais j'adore. En fait, j'écris ces dernières questions juste pour vous permettre de vous donner du love. De donner du love. Quel entrepreneur de ton réseau, ça peut être au pluriel, aimerais-tu entendre écouter dans ce podcast ? Alors, c'est une question compliquée parce que je vais m'attirer beaucoup de foudre des personnes quand je vais redescendre dans le sud. C'est vrai qu'au sein du réseau Entreprendre, on a de très belles boîtes. Donc, de base, évidemment, toutes ces boîtes du réseau Entreprendre, j'ai envie de les aider. J'ai envie en tout cas de dire que ça serait super intéressant d'entendre ce qu'ils ont vécu. Moi, je pense à quelqu'un qui est tout le temps dans les trajets, donc qui écoute beaucoup de podcasts, qui s'appelle Émilie Marcadal, qui est l'une des fondatrices de Rofim, qui est une boîte plutôt dans les tech, biotech assez intéressante, enfin pas biotech, mais medtech, qui est assez intéressante. Et je trouve qu'elle se donne à fond et elle a une aventure entrepreneuriale de dingue. Elle a rejoint le sud de la France alors qu'elle n'était pas issue de là-bas. Et c'est quelqu'un qui est bienveillante, qui adore bien manger, c'est pour ça aussi qu'on s'entend, qui adore bien boire, c'est aussi pour ça qu'on s'entend. Et je trouve qu'elle a une aventure entrepreneuriale qui est assez sympa. Et je trouve que l'aventure entrepreneuriale d'une femme dans la partie medtech, c'est quand même pas une petite histoire. Donc assez passionnant d'écouter ce qu'elle a réussi à faire et de ce qu'elle va réussir à faire avec sa boîte. Ok, donc hâte de le recevoir. Émilie, avec plaisir, exactement. On t'attend. 10 minutes, 10 questions, peut-être même moins de 10 minutes pour conclure. Première question, c'est quoi ta plus grande fierté ? Easy. J'ai pas dit que ce serait facile. Non. Alors là, de base, sans trop réfléchir, ma plus grande fierté, elle a vraiment été d'avoir été capable de transmettre cette boîte et d'en donner la présidence à quelqu'un, une femme qui a l'âge de mes parents. Je trouve ça génial et j'en suis très très fier. Ok. Ton plus grand regret ? C'est ascenseur émotif. Ouais, alors mon plus grand regret, ça a été peut-être de ne pas avoir dit ce que j'avais vécu au début à ces investisseurs, parce que là je prends le temps un peu avec toi, mais de cette premier échec, de leur avoir dit en face. Je pense que j'aurais, vu que je suis un peu couillu, on va dire, j'aurais pas eu de problème à leur dire et je leur ai pas dit et je pense qu'ils n'ont pas réalisé le mal qu'ils ont fait et j'aurais bien aimé pour l'écosystème le dire un peu plus fort et à ce moment-là. Je pense que là ils le regrettent pas mal. Ouais. Ils l'ont dit. Donc quand je les vois, ils me disent purée, on aurait peut-être dû quand même la finaliser. Je dis bah ouais, parce que là, quand tu vois que tu fais 15 millions, logiquement, c'est quand même t'as une techno qui est quand même plutôt sexy. Donc là, je pense que là. Mais bon, je ne me nourris pas du fait qu'ils soient dégoûtés de ne pas avoir investi, mais je regrette de ne pas leur avoir dit ce qui m'ont fait vivre humainement. Parce que c'est pas le côté de ne pas investir, il n'y a pas de souci. Je comprends qu'on n'investisse pas, mais il y a le côté humain. Tu peux pas envoyer un texto ou un mail. C'est une rupture, quoi. C'est comme rompre par texto, quoi. Enfin, je veux dire, le jour de Noël, la veille de Noël. La veille de Noël. Voilà, c'est vas-y, tu te débrouilles, tu vas manger tes huîtres et ta dinde, quoi. Voilà, c'est.
Ça passe difficilement les Ouais. yeux quand... Ouais. Quelle est la personne, le film, le bouquin, la musique, ce que tu veux, qui t'inspire le plus? Euh, qui m'inspire le plus La première chose qui vient en tête. mais il y a tellement de choses qui viennent en tête. Mais vas-y, on prend une liste. Hein. Non, en tout cas, le bouquin qui est assez sympa, c'est Sapiens, qui remet en cause beaucoup de choses, qui te fait beaucoup réfléchir sur l'espèce humaine. Donc moi, ça me passionne. C'est quelque chose qui me passionne de comprendre un peu l'impact de l'homme qu'il a eu sur sa planète. Il est canon, il existe en livre, en audiobook, il est vraiment canon. Ouais. Il existe aussi en BD. Ah, je savais pas qu'il existait en BD. Et moi, je me suis fait les 3. Et c'est très complémentaire. Ah ouais, parce que l'audiobook, moi je l'ai écouté, c'est tout ça super sympa parce que c'est vraiment bien préposé. La BD, ça t'aide pas mal parce que du coup, on a. En tout cas, voilà, donc c'est quelque chose moi qui me passionne parce qu'être capable de faire ça. Et puis en plus, en tant qu'ingénieur de formation, le côté source, en fait, c'est quand même tout bien référencé. On voit que c'est quand même il y a une grosse bibliographie derrière, donc je trouve que c'est un très gros travail. Je respecte énormément ce travail. Et après, en termes de personnes. Ah, écoute, il y en a tellement que voilà, moi je dis juste que les gens que j'ai en tête, là j'ai quelqu'un qui m'a fait, qui était ancienne présidente du réseau Entreprendre, qui s'appelle Marie-Laure Guidi, et c'est quelqu'un qui se bouge pour Marseille, pour sa région, pour son territoire. Elle est passionnée de sport, passionnée de foot. C'est une femme brillante et je trouve ça super intéressant parce qu'on apprend tellement de ces gens-là que j'adore les suivre. Et voilà, c'est pas des gens qu'on connaît au niveau international, mais je pense que déjà, ne serait-ce que sur son territoire, on a des belles stars et il faut les mettre en avant. Et ces gens-là, ils sont top, quoi. Trop cool, génial, j'adore ce shout-out. Est-ce que tu as une journée type? Pas du tout, et je me bats contre ça. Vraiment. Alors là, par exemple, tu vas en parler de l'arrivée de ma nouvelle directrice, qui justement a mis en place des comités de directeurs, des moments d'échange. Et en fait, ça, si tu veux, c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire parce que pour moi, j'avais envie de commencer ma journée, de faire du réseau Entreprendre, de faire de la French Tech, d'aller en ville, de rencontrer des gens et de finalement, voilà, ces trucs-là, il est pour moi, c'est une vraie liberté et c'est cette liberté qu'apporte l'entrepreneuriat et c'est cette liberté qui me permet moi, en tout cas, d'être créatif, exactement. Et ça, c'est vachement important. Évidemment, il faut au bout d'un moment, vis-à-vis de ses équipes, avoir des moments très précis. Mais j'ai pas de journée type. Moi, ma journée, c'est... moi, ça fait des années que je mets plus de réveil. Je pars du principe que si je dois me réveiller, je me réveille à ce moment-là. Si je me réveille un peu tard, je me réveille un peu tard. Mais c'est comme ça. C'est peut-être que mon cerveau avait besoin du repos à ce moment-là. Et en fait, il faut s'écouter, quoi. Ça, c'est vachement important. Tu n'as pas encore d'enfant? Je n'ai pas d'enfant. C'est pour ça que j'ai pas de journée type. Tu fais quoi le dimanche matin? Mais j'ai cru comprendre que t'étais un gros fêtard. Ouais. C'est plutôt le samedi soir que je dois poser ou... Ouais, genre je fais quoi le samedi soir? Je fais la fête. Dimanche matin. Ou dimanche dans la journée. Dimanche matin, je rentre de soirée. Non, dimanche, beaucoup de potes. On est une bonne équipe de bons vivants et on adore bien manger, bien boire et c'est des moments qu'on passe ensemble. Donc voilà, moment avec les potes et quand c'est possible, un petit tour en Corse ou un grand tour en Guadeloupe pour aller voir un peu la famille. Ah ouais, canon. Tu vois comment la suite? Question très 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 large. Oui, c'est large. La suite. La suite du monde ou non, la suite. La suite, tu le prends comme tu veux. Non, la suite, moi, la suite, c'est de continuer à m'épanouir dans ce que je suis en train de faire. Donc, c'est-à-dire vraiment me focaliser sur ce qui me plaît dans ma boîte, évidemment, ou ailleurs. Et surtout, la suite, moi, c'est continuer à rendre au territoire. Pour moi, je suis dans une période où la réciprocité est un moment important. Et j'ai envie de trouver du temps pour ça. J'ai envie de soutenir des initiatives locales, être fier de ce que les gens sont en train de réaliser et de transmettre, même si j'ai pas encore fini parce que la finalité, c'est est-ce que cette boîte, elle va réussir dans 2 ans ou dans 3 ans, elle réussira, c'est sûr. Est-ce qu'on lèvera 50, est-ce qu'on lèvera 60, ça devient un peu plus gros que moi, donc du coup, c'est pas quelque chose que j'ai en gestion directe. Mais par contre, pour moi, en termes de suite, c'est ça, c'est de pouvoir partager ces moments-là. Donc c'est pour ça que c'est un moment que j'apprécie beaucoup avec toi, Jérémy, parce que je trouve que ces moments de partage et ce moment de retour, je pense que c'est ce qui me permet de construire des entrepreneurs de demain et je suis heureux d'y participer. Ouais, c'est certain. Une chose qu'on n'a pas cité dans ta biographie, mais c'est que tu es adjoint au maire. Ouais, alors je suis conseiller municipal à la ville, donc à la ville d'Aix-en-Provence et je suis en charge de l'innovation.
c'est super. Découvrir le strat du conseiller municipal, c'est être très proche de sa population et c'est le dernier strat avant la population finalement. Parce qu'on parle de l'État, on parle de la région, on parle de département, mais là tu es vraiment confronté à la population, donc la moindre chose que tu vas amener dans la mairie va être directement, avoir un impact directement sur les Aixois, en l'occurrence parce que c'est la ville d'Aix-en-Provence. Et c'est une super aventure que je vis avec le maire qui m'a proposé de la rejoindre. Moi j'ai pas de parti politique particulier, moi j'ai envie de m'amuser et j'ai trouvé ça génial de travailler avec les entreprises sur l'innovation de demain. Et ce sera la ville de demain. Parce que la ville de demain, il va falloir qu'on la travaille quand même. Et alors, on a des grandes villes comme Paris. Ce qui est bien avec Marseille, avec Aix, pardon, c'est que la proximité avec Marseille est intéressante et on est quand même une petite ville de 150 000 habitants. Et 150 000 habitants, c'est un niveau de gestion qui est assez intéressant et assez passionnant. Donc, une belle aventure là-dessus. Ouais, qui reste à un niveau humain, c'est ça qui est... Exactement, on est sur l'humain, on descend dans la rue, on les rencontre. S'il y a un problème, on peut appeler nos services, on peut dire tiens, il y a une action, réaction. Et je trouve qu'on est une génération, comme tu parlais de la génération Y, une personne qui a beaucoup critiqué la politique. Et moi, pour critiquer, j'ai envie de tester. Et du coup, j'ai découvert des choses qui me permettent aujourd'hui on fera tout un podcast entier dessus si c'est possible, mais en tout cas c'est assez intéressant et finalement voilà, c'est aussi de l'implication des gens. Il n'y a pas que des gens qui sont là pour gagner de l'argent ou pour se mettre en avant, il y a quand même aussi des gens qui ont envie de faire du bien à son prochain et de travailler avec ces gens-là et ça c'est génial quoi. Ok. C'est quoi ta prochaine boîte? Je veux non. I want, I need. Demain, j'aimerais bien retourner sur tout ce qui est nourriture. Alors ça va choquer certains. C'est tes premiers amours, hein. On retourne à la biotech. Ouais, exactement. Alors la biotech sur les médicaments. Moi, j'ai une vraie envie, c'est de travailler. J'ai eu la chance de travailler sur des cellules souches embryonnaires à l'époque. Donc, c'est quelque chose de très révolutionnaire. Ici, à Paris, d'ailleurs, à l'époque. Et ça permet de traiter des maladies auto-immunes, des maladies avec très peu de patients. Donc, on parle de quelques dizaines, centaines de patients. Et en fait, je trouve que ça a un impact assez direct sur la santé des gens. Et travailler sur ça, moi, ça me passionne. Je trouve qu'aujourd'hui, on devrait mettre beaucoup plus d'argent dans ces médicaments-là plutôt que par exemple de tout ce qui est chirurgie esthétique, chacun son avis, mais en tout cas c'est le mien. Je trouve que tout cet argent qui est brassé pour la chirurgie esthétique ou la lutte contre la perte de cheveux, moi j'en ai plus, c'est comme ça. Par contre je préférais qu'on puisse sauver un enfant ou une gamine de 14 ans ou 15 ans qui va avoir des problèmes sur un papillomavirus ou un truc comme ça. C'est des choses qui aujourd'hui me passionnent, donc soit partir sur cette partie biotech, donc mes origines, soit partir vraiment alors là sur des choses assez concrètes. Moi j'adore la viande, mais pas dans la surconsommation. Mais du coup, je trouve que j'ai toujours été, quand j'étais en Corse, je voyais des petites boucheries de bouchers qui va chercher son veau ou sa viande ou sa chair. Et je trouve qu'il y a un respect de l'animal qui est différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les grandes surfaces. Et moi, j'aimerais bien beaucoup y travailler là-dessus. Donc, peut-être retourner sur de la proximité, quoi. Ouais, alors j'ai une petite adresse, hein. On est dans le sentier et juste à côté d'ici il y a Terroir d'Avenir. Ils ont toute une rue avec une magnifique boucherie. Dingue. Ouais. Allez, j'y vais de suite en sortant. Juste après. Donc là, pour le coup, un petit coucou à Samuel Naon qui a monté cette boîte il y a quelques années et lui a fait des études de commerce et il a monté une boîte effectivement avec un peu la même philosophie qui est la tienne, donc très très intéressant. Tu pourras y aller. J'y passerai. Est-ce que tu as un coup de gueule à passer? Je suis sûr que tu dois avoir des coups de gueule. J'en ai plein de coups de gueule. Alors choisis bien. En fait, moi, si tu veux, le coup de gueule, il reprend, il résume un petit peu tout ce que j'ai dit avant. On est des entrepreneurs, mais avant tout, on est des humains. En face, on a des investisseurs et avant tout, on est des humains. Juste au bout d'un moment, il faut juste prendre le temps, 4 secondes, de se poser et de se dire, ok, voilà, moi, quand je vais envoyer un mail ou un message à 4h du matin, à 5h du matin, ce qu'on a tous vécu en disant finalement, j'investis pas ou sans explication, etc. et tout, on le ferait jamais à ses amis. Bah non. Donc, ne faisons pas, alors pas pareil comme les amis, il y a un moment donné où on va redescendre. L'être humain, il est là pour faire avancer notre planète. On est là pour avancer tous ensemble. On est une communauté de personnes de toute façon, qui doivent vivre ensemble. Pensons à son prochain un tout petit peu. Et quand on prend un mail, on n'est pas trop directif.
on respecte et on se dit que potentiellement la personne en face, elle est en train de faire vivre aussi des gens, elle fait vivre sa famille, peut-être potentiellement ses enfants, peut-être sa grand-mère, peut-être son grand-père. Et au bout d'un moment, que le simple mail de dire non sans explication et très sec et brut, parfois peut faire du mal. On ne sait pas l'impact que ça va avoir. Et même moi, je dis, c'est un coup de gueule parce que même moi, je dois le travailler, ça, tous les jours. On ne réalise pas parfois un simple message, la façon dont c'est rédigé, comment la personne en face va le prendre. Et quand on est en train de parler d'une vie d'entreprise, une vie perso, finalement, c'est quelque chose qui peut choquer et qui peut vraiment pousser des gens assez loin dans le côté down, dans le côté mal-être. Et je pense que on n'est pas là pour faire du mal à des gens. Donc, c'est pas très sain. Donc, c'est pas sain pour soi. Il n'y a pas de bonnes énergies. Donc, voilà. Ça, c'est le coup de gueule. C'est respecter par mail. C'est super important. Par texto, téléphone. C'est super important. Moi, typiquement, une de mes clés, à mon niveau, c'est de rajouter des emojis. J'aime beaucoup ça. On est d'accord. En fait, si tu arrives quand même à passer une émotion au-delà du texte brut qui peut être perçu tellement de façons différentes. Mais tu as complètement raison. Et moi, j'aime bien mettre des emojis en plus qui n'ont rien à voir. Je suis très sur l'emoji sirène en ce moment. Voilà. Je sais pas pourquoi j'envoie une sirène en mode, et les gens me disent mais pourquoi tu m'as envoyé ça? J'aurais pu envoyer aussi un arbre. Et en fait, en face, on casse ce truc-là. Parce qu'à un moment donné où il faut se le dire, on envoie un bisou, on envoie. Ça fait du bien, quoi. Putain, je veux dire, ça va, on va peut-être être amené à travailler ensemble, peut-être pas. Mais il n'empêche qu'on est humain, quoi. Je veux dire, dans la rue, peut-être qu'on se retrouverait dans un bar ou en train de faire du sport ensemble et on trouverait un même hobby et on se dirait ah mais en fait c'est super de travailler comme ça. Ouais, mais c'est pas parce que professionnellement on a cette relation-là, au contraire. Essayons de créer ça parce que tu peux aussi avoir des amis issus du monde professionnel. Bien sûr. Aujourd'hui, moi, ma première famille en quelque sorte, c'est le réseau Entreprendre parce que c'est des amis qui sont chefs d'entreprise et qui, en discutant, en parlant, on est devenus potes, quoi. Est-ce que tu as une bucket list ? Alors, moi, tu sais, je vais être assez court sur cette réponse parce que moi, j'ai pas envie d'avoir des choses que j'ai pas, en quelque sorte. Je suis pas quelqu'un qui est tout le temps en train de dire « Ah tiens, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça ». Je me dis « Tiens, si je peux y arriver, j'y arriverai ». Donc, j'ai pas de choses particulières en tête là à te dire. La seule chose, c'est que moi, je veux juste apprendre. Moi, je veux juste apprendre, donc je me nourris de beaucoup de bouquins. Et aujourd'hui, dans ce que j'aimerais apprendre, c'est prendre du temps, par exemple, de me former sur l'humain, sur ce que pourrait être l'humain de demain, ce que pourrait être l'économie de demain, la transition de demain, les relations de demain. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, c'est un peu ce que j'aimerais mettre en place. C'est vachement intéressant. Ça faisait partie de ma bucket list l'année dernière, je pense. Plus me former. Plus me former au sens large, mais effectivement sur plein... Alors, mon métier fait que je dois beaucoup me former sur l'humain et c'est quelque chose qui me passionne. Mais plus me former, prendre le temps de se former quand on est entrepreneur, c'est pas évident. Exactement. Et c'est essentiel pour se nourrir. C'est essentiel parce que c'est pas parce que tu es un spécialiste du monde de l'hydrogène que tu vas être un spécialiste du management. Non. C'est pas parce que tu es un spécialiste du monde de l'hydrogène que tu vas être un spécialiste de la relation humaine. Et pareil, tu sais pas de quoi il fait l'entreprise de demain. Donc peut-être qu'on va avoir des gens qui vont nous demander la semaine de 4 jours, la semaine de 3 jours. Et aujourd'hui, il faut être en mesure de pouvoir répondre à ça. Et comment répondre à ça? Tu te formes. Et c'est pas répondre obligatoirement, parce que là, on est dans la réactivité. Mais du coup, pour moi, la proactivité, c'est de savoir comment va être demain. Et régulièrement, tu vois, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent en parallèle quand on me dit ta boîte, elle sera où demain? Comment tu vas te voir, etc. Et tout. Et je leur dis, moi, en fait, aujourd'hui, je parle de la mobilité hydrogène. Mais je parle de la mobilité hydrogène, mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Dans 10 ans, je l'espère, je croise les doigts, dans 10-15 ans, qu'on n'aura plus cette vision d'appartenance de la voiture, de dire, tiens, c'est pas ma voiture, c'est quelque chose qu'on pourra louer. Et là, du coup, tu développes une technologie qui sera disponible dans 10 ans. Et donc, il faut que tu saches comment sera la société dans 10 ans. Et ça, c'est passionnant. Parce que du coup, tu te dis, moi, ma techno, aujourd'hui, elle va peut-être être adaptée, mais dans 10 ans, elle ne le sera pas. Donc, moi, je dois définir un truc pour que dans 10 ans, elle soit là. Et là, comme tu dis, il faut se former, il faut comprendre, il faut apprendre l'expertise des autres. Dernière question qui va permettre d'aller encore plus loin sur ce qu'on est en train de se dire. Du coup, si tu devais changer le monde, tu ferais quoi? Je pense que je prendrais le temps de faire réaliser à tout le monde que le travail, c'est bien, c'est essentiel pour le développement personnel et qu'on doit avancer, mais que parfois, réfléchir un petit peu à soi, à ses amis, à ses gens proches, est essentiel au développement de notre belle planète. Donc, pour moi, il faut juste qu'on arrête un petit peu d'être trop égoïste. Donc, je travaillerai pour essayer de penser un peu tous aux uns aux autres, plutôt que de penser un petit peu qu'à sa gueule et
de se dire, tiens, en fait, c'est ensemble qu'on va arriver à faire de belles choses. Waouh, génial. Je te propose, Pierre-Emmanuel, qu'on termine là-dessus. Merci. Merci à toi, Jérémy. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. C'était vraiment un super échange. Merci d'avoir pris le temps de partager. Et puis, je te souhaite à bientôt. Très bientôt. Salut. Salut. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, aidez-nous à le faire connaître. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, qu'ils soient entrepreneurs en levée de fonds ou tout simplement curieux d'entrepreneuriat et d'innovation. Abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Donnez-nous 5 étoiles et surtout n'hésitez pas à mettre un super commentaire. C'est essentiel pour nous afin de gagner en visibilité et faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Vous pouvez également bien sûr nous suivre sur LinkedIn, Instagram et YouTube pour découvrir les coulisses du podcast, continuer nos échanges et nous proposer les entrepreneurs que vous voulez absolument entendre à ce micro. Il me reste à vous donner rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt sur Let's Find Out.